Quoi? Je suis Chris Léo. Alors voilà, bon, après avoir frôlé la mort de très près, voilà, donc j'ai pu, là, j'ai pu, sachant que je me remets hein, de mes aléas sanitaires, je m'en remets beaucoup plus lentement que ce que je voudrais, hein, et voilà, ouais, je suis a priori officiellement pas tiré d'affaire, hein, quel que soit mon paraître, hein, mais bon, en tout cas, là, j'ai pu faire une réapparition publique en dédicace, là, notamment hier. Hier au Festival du Livre de Nice, comme on me voit sur la photo, là je suis au Festival du Livre de Nice, j'ai fait cette petite pause là pour voilà. Et du coup, ouais, j'étais content de réapparaître publiquement. Et je fais un petit bilan aussi, parce que pour ceux qui pourraient se demander. Ouais, c'est du coup, la plupart des gens qui me connaissent doivent savoir que j'ai de gros problèmes de santé. Malheureusement, c'est des problèmes que comme ils sont un peu originaux, il y a très peu de gens qui les prennent en considération parce que pour la plupart des gens, il faut avoir une maladie dont ils connaissent le nom, dont ils entendent parler et moi j'ai tendance à décrire les symptômes parce qu'il me semble que si on est intelligent, la description des symptômes, plus que le nom d'une maladie, devrait te permettre de comprendre si oui ou non la maladie est chiante. En l'occurrence, moi je souffre de problèmes de santé qui sont particulièrement chiants, au propre comme au figuré. Et d'ailleurs, certains m'ont critiqué là-dessus parce que j'ai fait beaucoup d'humour sur le symptôme que je suis en train d'évoquer. Et mais il faudrait quand même être lucide, hein. Après en avoir chié pendant plus de 30 ans, heureuse, c'était plus salvateur d'arriver malgré tout à en rire que de se complaire dans la pleurnicherie. Et oui, je l'ai eu mis en avant sérieusement parce que c'est dur de pas avoir comment dire, la considération, à être, que les gens autour de toi considèrent la difficulté réelle de ce qui t'affecte. C'est dur quand les gens autour de toi ne veulent pas considérer que ça peut être difficile à vivre, mais malgré tout, oui, oui, j'aime en rire, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. J'avais même fait un clip vidéo intitulé Chris Léo enfermé tout seul, où je chantais ma détresse d'avoir passé des journées entières euh, enfermé aux commodités. Et ah oui, bon, on peut voir que je cherche mes mots, parce que je préfère ne pas écrire mes textes à l'avance. Même quand je fais une vidéo en vocal, je n'écris généralement pas mes textes à l'avance et du coup, oui, ça sera moins impeccable que si j'écris à l'avance et que je lis, mais je préfère débiter le texte en sachant ce que je vais dire, mais sans l'avoir écrit et sans le lire du coup. Et malgré tout, je sais que la qualité est quand même plutôt satisfaisante, mais c'est sûr que si tu écris et que tu lis, ça sera plus optimal. Mais comme je préfère viser l'authenticité, et ayant une mémoire particulièrement satisfaisante hein, quand même, hein, je retiens facilement ce que je décide de dire à l'avance sans l'écrire. Et d'ailleurs, on peut écouter des textes assez précis, et si on comprend qu'ils ne sont pas lus, on peut comprendre que j'ai quand même une très bonne mémoire. Et d'ailleurs, on peut aussi savoir que la plupart du temps, quand je souhaite des anniversaires en vidéo, les dates, j'ai pas toujours les dates en notification Facebook pour tout le monde, et quand je les ai pas, il faut savoir qu'elles ne sont pas notées, hein. Je retiens les dates, hein. Et je retiens sans faire mes gammes. Ayant naturellement une très bonne mémoire, si je devais faire des efforts pour retenir des choses, ça serait autre chose que les dates d'anniversaire. Si je les retiens, c'est parce que je les retiens parce que j'ai une très bonne mémoire. Si d'aventure il m'arrive d'en oublier, j'ose espérer qu'on ne m'en tiendra pas rigueur. Évidemment qu'il m'arrivera d'en oublier. Voilà, mais ayant naturellement une très bonne mémoire, j'ai tendance à retenir. Et pas que les dates, hein, je retiens énormément de choses. Mais voilà, mais quand j'oublie, voilà, je vais pas me torturer pour ça, voilà. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'ayant une mémoire particulièrement bonne, c'est pour ça que
mes textes peuvent être bons sans que j'ai, ou du moins satisfaisants, sans que je les écrive à l'avance, rien que parce que j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais dire. Et voilà, donc oui, donc je préfère en rire. J'avais fait ce clip enfermé tout seul et c'était fait avec humour, hein, voilà, où je disais que je disais et je cague toute la journée, et je cague tout du long de l'année, condamné à vivre sur le trône, pleurant jusqu'à finir à faune. Je cague dès le petit déjeuner, et je cague toute la journée, et je cague tout du long de l'année. Condamné à vivre sur le trône, pleurant jusqu'à finir à faune, je cague jusqu'au soir au dîner. Oui, j'ai un peu oublié les paroles quand même. Hein. Je peux parler de ma mémoire. Bon, oui, bah, j'oublie des choses. Oui, il était un peu plus que travailler le texte. Oui, je compte le refaire un cut un jour parce que j'ai été censuré par YouTube parce que voilà, apparemment c'était ça respectait pas leurs règles, tout ça. Voilà, comme quoi, oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que voilà, je trouve que on peut avoir plus de, on a quand même du mérite quand on arrive à rire d'une maladie qui nous fait chier plutôt que d'en pleurer. Et en plus, attention, faut quand même rappeler que c'est cette maladie qui a failli me tuer, hein. C'est vrai que certains vont rire parce qu'ils vont dire non mais tu peux pas mourir de chier. Mais ben, quand c'est du matin au soir, hein, c'est-à-dire que ça s'arrête pas et que et tous les jours pendant des mois. En fait, j'ai vécu une vie où c'était comme ça en fait. Moi, ça a commencé quand j'étais tout petit. On n'a pas besoin de savoir le nom de la maladie. Rien que le symptôme, si tu es intelligent, tu dois comprendre que c'est chiant. Voilà. Ça a commencé quand j'étais tout petit, je passais beaucoup de temps au WC et j'ai en passé de plus en plus parce que ça s'aggravait. Oui, bon après, les gens, comme c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, ils se disent que c'est forcément psychosomatique. Alors qu'est-ce qu'ils en savent? Ça peut l'être, mais pourquoi tu vas statuer que c'est psychosomatique alors que t'as pas de raison de savoir si dans mon cas ça l'est ou si dans mon cas ça l'est pas? Pourquoi ça serait pas une maladie de mon organisme? Même si toi voilà, pourquoi tu pourrais faire un diagnostic comme ça à vue de nez? C'est vrai en fait, hein. Et puis en plus, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, enfin ça fait quelques années mais pas très longtemps, que mon cousin aux États-Unis, que je ne côtoie pas, d'ailleurs il parle pas français, il parle qu'anglais, moi je suis nul en anglais, et puis par la force des choses, j'ai rien contre lui, mais la famille a amené à être éclatée très tôt, du coup voilà, on se côtoie pas, on se connaît pas, et je l'avais rencontré il y a très très longtemps, il était tout petit, hein, donc voilà, et moi il y avait une différence d'âge entre nous, hein, assez importante. Et là maintenant, oui, bien sûr, il est majeur et tout, depuis longtemps même. mais, mais le fait, c'est que voilà, j'ai appris il n'y a pas très longtemps hein, que en fait, ben, qu'il passait sa vie à chier. Voilà, donc comme quoi, et lui il ne sait pas pour mon cas. À l'époque, il ne savait pas, je suppose qu'il ne sait pas en réalité. Il y a pas trop de communication, même indirecte, du coup, il n'y a pas trop de raison qu'il sache. Et vraiment, j'ai appris par hasard. Hein. Et il est très maigre, hein, parce que quand tu passes ta vie à chier, si ton corps ne garde plus rien, ben, tu maigris et tu peux crever. Il y en a qui ne le croient pas, mais tu peux crever. Et ben voilà, ben en fait voilà, c'est ça. Et alors pour ceux qui arrêtent pas de s'obstiner à dire que c'est psychosomatique, voilà. Et mon frère qui est décédé, mais pour d'autres raisons, ben, il est pareil, il passait beaucoup de temps au WC. Ça n'a pas eu le temps de s'aggraver pour lui comme pour moi, ben, parce que mon frère est mort à l'âge de 19 ans. Et moi j'avais 20 ans à l'époque, et puis le fait c'est que moi c'était déjà en train de s'aggraver un peu plus que lui, et puis ça continue à s'aggraver, mais on ne sait pas, peut-être que ça se serait davantage aggravé pour lui s'il avait vécu jusque-là. Et voilà, et puis voilà, du coup, voilà, ben, à mon avis, il y a quelque chose dans notre famille, voilà, mais après, ça me semble évident, hein, voilà. Bon, après, j'ai d'autres raisons de considérer qu'il s'agit d'une maladie qui est vraiment dans l'organisme, il y a vraiment des trucs. Mais bon, au-delà, mais quelle que soit l'origine de la maladie, il faut quand même comprendre que c'est chiant, quelles que soient les causes, et en plus, oui, faut comprendre que cette machine qu'est notre organisme n'est pas faite pour fonctionner à plein régime à l'acte défécatoire. C'est pas sain de te lever le matin, de chier en continu jusqu'au soir, pour ne plus en pouvoir d'épuisement et te coucher et dormir, et te relever le lendemain matin pour faire la même chose, et quand c'est en continu et que ça,
Oui, et que ça dure pendant des mois durant, ben ton cœur il peut claquer et c'est ce qui m'est arrivé et je sais pas, quand je dis ça on rigole, on croit que je dis des conneries et alors, pourquoi j'ai pas claqué avant? Parce qu'en fait le truc c'est que j'étais entraîné comme le sportif qui est entraîné à faire le marathon et qui fait son marathon régulièrement et puis imagine le sportif il arrête du jour au lendemain et puis il reprend plusieurs années après en décidant de reprendre le même rythme, ben son cœur il peut claquer. Et en fait, moi, le truc, c'est que, voilà, ben, il se trouve que, voilà, je suis philosophe, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme. J'aurais voulu produire des livres plus tôt, j'ai pas encore publié de livre de philosophie, mais parce qu'en fait, mon symptôme, enfin, voilà, ce symptôme-là, parce qu'il y a plusieurs symptômes qui, a priori, sont liés à la même maladie. Et bon, mais c'est ce symptôme-là qui est le plus chiant quand même, hein, au propre comme au figuré. Et ben, en fait, ce symptôme-là, depuis tout petit, je l'avais, mais il est allé en s'aggravant. Et, euh, et en fait, l'année du bac, ça a été terrible. L'année du bac, c'était de pire en pire. J'ai même réussi à obtenir l'autorisation de sortir des salles de cours pour aller au WC en urgence. Mais après, il fallait que je dorme de moins en moins pour faire les épreuves, parce que je passais la nuit à chier avant d'aller faire les épreuves. J'ai quand même eu mon bac, attention, hein. Mais ça a été dur, hein. Ben, c'est sûr qu'après le bac, j'étais en dépression nerveuse. En plus, mon frère est décédé d'un accident de la route sur sa mobilette pendant que je faisais les épreuves du bac, hein. Mais j'avais déjà commencé à bien m'aggraver avant, parce qu'on a vite dit, ouais, c'est le traumatisme, tout ça. Après, c'est sûr que j'allais très mal émotionnellement juste après, hein, et voilà, et honnêtement, non mais oui, tu te remettras jamais autant quand tu perds quand tu es si jeune et que tu perds un proche aussi jeune que quand tu arrives à la cinquantaine et que tu perds ta mère octogénaire par exemple. Je te dis pas que ça te fera pas de peine de perdre ta mère octogénaire, mais dans la force des choses tu t'y attends. Voilà. Mais tu comptes à 20 ans et oui, oui j'étais en retard scolaire, donc j'ai passé le bac à 20 ans, hein. Quand tu as 20 ans et que ton petit frère de 19 ans meurt sur sa mobilette, voilà, au moment où tu le vis pas pareil. Et honnêtement, non, je suis pas en paix avec ça et je m'attends pas à l'être un jour. Et voilà, bon, un ami m'a dit récemment, oui, mais t'es pas responsable de ça. Bon, non, mais c'est pas la question d'être responsable, c'est que j'accepte pas, c'est que émotionnellement, bon, il vaut mieux apprendre à vivre avec, mais voilà, émotionnellement, voilà, c'est pas quelque chose qui est facile à accepter. Mais ceci dit, oui, malgré tout, quand on me voit en général, je suis plutôt du genre à cultiver la positive attitude en toutes circonstances. Et mon ambition est de ne pas, de plutôt éviter de se tourner le couteau dans la plaie et de préférer focaliser sur les choses positives que focaliser sur les choses négatives. Et voilà, par exemple, quand je vois des gens qui sont là à embêter publiquement tout le monde quand c'est la date d'anniversaire d'un de leurs proches, date d'anniversaire de mort d'un de leurs proches, ben, ça peut sembler malsain de dire ça, mais non, je le comprends pas. Moi, j'ai jamais mis publiquement, c'est la date d'anniversaire de la mort de mon frère. En réalité, je n'ai pas de raison d'être plus malheureux ce jour-là que le reste de l'année. En réalité, la peine, je l'ai en permanence, tous les jours, à longueur de journée. Et je ne vais pas décider à la date de la mort de mon frère, de dire à des proches, aujourd'hui je fais la gueule parce que... en fait, c'est juste la Terre qui a fait un tour autour du Soleil. Et après, on m'a dit, ouais, mais t'es hypocrite, tu fêtes les anniversaires. Mais parce que justement, les anniversaires des proches et tout ça, mais justement parce que je préfère... parce qu'en réalité, oui, la date d'anniversaire d'un proche aussi, c'est la Terre qui a fait un tour autour du Soleil. Et en réalité, la même date ne revient jamais dans l'histoire. Et... mais symboliquement, je choisis de célébrer ce qui est heureux plutôt que de célébrer ce qui est malheureux. Et en réalité, quand il y a un malheur qui t'affecte, qui t'a affecté, une expérience qui t'a affecté, il n'y a aucune raison qu'à une date précise, il n'y a aucune raison rationnelle qu'à une date précise, ce malheur t'affecte davantage. Et si c'est le cas, c'est parce que tu décides qu'il t'affecte davantage. En réalité, je suis affecté en permanence d'avoir perdu mon frère. Je ne le serai pas plus qu'on sait la soi-disant date d'anniversaire. Oui, parce que soi-disant, parce qu'en réalité, la, la, la longueur d'une année, le canon année, n'est pas un canon absolu. Tous les calendriers ne donnent pas le nombre de durée de jours d'une année.
Et d'où le fait que je puisse célébrer mon anniversaire, par exemple, dans le calendrier aztèque, à une date différente que si je le célèbre dans le calendrier grégorien, parce que les calendriers se décalent. Même si je suis né le même jour dans les deux calendriers, c'est logique, ce jour dans le jour dans le calendrier grégorien n'est plus jamais retombé le même jour dans le calendrier aztèque. Et c'est pareil dans le fameux calendrier Muvian. Mais en fait, oui, parce que le canon année n'est pas, voilà, n'est pas un canon absolu. Et ça, ouais, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Voilà, c'est. Du coup, il n'y a pas de raison. Une date, en réalité, dans l'absolu, une date ne revient jamais. Et du coup, le malheur est arrivé à une certaine date, cette date ne reviendra jamais. Mais si après je célèbre des moments heureux avec des soi-disant dates qui reviennent, même si elles ne reviennent pas, mais c'est justement parce que je choisis de plutôt cultiver ce qui est positif, cultiver la positive attitude, que de cultiver le désespoir, le désarroi. Et du coup, oui, je célèbre les événements heureux, quand bien même, en réalité, il n'y a pas plus de raisons rationnelles de considérer que c'est le retour d'une date pour un événement heureux que pour un événement malheureux. Mais c'est plus sain de célébrer un événement heureux. Alors je ne suis pas en train de juger ceux qui, sur leur personne, des gens qui font autrement, mais si ça peut les faire réfléchir, juste objectivement, avant de commencer à dire ouais, que tu me comprends, quand je ne les comprends pas et tout, mais quelque part, oui, j'ai quand même vécu un événement très dur et je ne l'ai jamais célébré comme en martelant publiquement, c'est l'anniversaire de la mort de mon frère. Je n'ai jamais fait ça. Voilà, voilà. Et donc, en réalité, la peine, je l'ai en permanence avec moi et il n'y a pas de raison que ce jour-là, des fois, j'y fais pas attention. Et il m'est même arrivé de sauter l'anniversaire d'un proche quand c'était ce jour-là, sans embêter ce proche en lui disant « Tu vois, c'est ton anniversaire, ben c'est l'anniversaire. » Voilà. Ben, il y en a qui te font ça. Mais quand même, ils pourraient réfléchir. Si on faisait tout ça, ben on se pourrirait l'ambiance les uns et les autres. Mais c'est ça, faudrait quand même réfléchir un peu à ça. Bon voilà, donc juste pour dire, c'était pour mes problèmes de santé, là c'est autre chose, je les avais bien avant, ils sont allés en s'aggravant, et c'était aggravé déjà avant, et c'est sûr et oui, ils ont continué à s'aggraver après. Et à un moment, et c'est ça, c'est qu'après le bac, je voulais continuer mes études, mais ça n'a plus été possible, parce que déjà, pendant les épreuves du bac, avant le décès de mon frère, ça s'était déjà bien aggravé, et j'ai eu du mal à faire les épreuves, je devais plus dormir pour pouvoir aller faire les épreuves. Et parce que je passais ma nuit à chier. Et, déjà, dans toute l'année scolaire qui précédait, c'était de plus en plus dur, et c'était encore plus dur pendant les épreuves du bac, et puis après, c'est très vite devenu invivable, et j'en suis arrivé à me lever le matin et à chier jusqu'au soir, et je pouvais plus m'arrêter, et après j'étais épuisé, je dormais, et oui, j'ai passé 10 ans comme ça, j'avais plus de vie. Et ouais, j'ai passé 10 ans comme ça. Et quand les 10 ans qui ont suivi n'étaient plus comme ça, c'est même pas parce qu'il y a eu un progrès, c'est parce que pour pouvoir avoir une vie le lendemain en journée, c'était poire à lavement dans le cul toute la nuit, pour pouvoir, une bonne partie de la nuit, pas toute la nuit sinon tu dors pas, pour pouvoir, mais vraiment une bonne partie, c'était en gros, en réalité c'était à peu près 2 heures, mais j'étais obligé, hein, pour à lavement dans le cul pendant 2 heures, et pour pouvoir chier un maximum, et après le lendemain pouvoir sortir de chez moi. S'il n'y avait pas d'obligation, si des fois j'en pouvais plus, je me sentais pas de sortir le lendemain, je le faisais pas, et je passais la journée à chier, ce qui est pas plus reposant. Et si je voulais sortir de chez moi pour pouvoir sortir et pas chier tout en permanence, ben, j'étais obligé de faire ça pendant au moins 2 heures. Et ben, d'ailleurs, quand je faisais des festivals comme j'ai fait hier, le festival du livre de Nice, ben, je passais chaque jour avant le festival, avant le premier jour, puis après chaque jour, donc, puisque c'était vendredi, samedi, dimanche, ben, le vendredi je rentrais du festival pour un lavement dans le cul, pour pouvoir le lendemain aller au festival, le samedi pareil, pour un lavement dans le cul, pour aller mais j'avais pas le choix, si je le faisais pas, parce que ça, les gens ils se mettent dans la tête que j'avais le choix, que j'avais qu'à sortir de chez moi sans me soucier. Non, non, je pouvais pas sortir. Dès que je me levais, je n'arrêtais plus de chier, et quand j'avais fini, j'étais épuisé, il fallait dormir. Et voilà, du coup, et ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, ouais, c'est vrai que, ouais, évidemment, je prépare pas mon texte, hein. J'évoquais j'évoquais le fait que je suis un philosophe, tout en me permettant de rechef le barbarisme. Voilà, et du coup, ben en fait,
je voulais écrire des livres de philosophie, j'ai écrit beaucoup de réflexions, je voulais publier ces ouvrages, mais forcément, en passant ta vie à chier, c'est pas évident. Quand on m'a conseillé la poire de lavement, parce que j'ai un suivi, hein, médical, mais il n'y a rien qui marchait, hein, et voilà. Parce qu'on me dit t'as qu'à te soigner, t'as qu'à avoir des médecins, mais au bout d'un moment, s'il n'y a rien qui marche, et puis t'as pas envie de passer ta vie en allant d'un spécialiste à un autre spécialiste, au bout d'un moment t'en as marre. Si tu te dis que la maladie elle te tuera pas, surtout, bah, tu te dis bah, c'est bon, t'apprends à vivre avec. Oui, parce que j'ai fini par découvrir qu'elle peut me tuer, cette maladie, donc voilà. Je m'y attendais pas à la base, hein. Et, euh, et du coup, ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, l'apport de lavement, là, cette idée, elle m'a permis au moins de pouvoir sortir de temps en temps de chez moi, hein. Et du coup, après 10 ans, avoir chié du matin au soir en continu, tous les jours, hein, tous les jours, pendant 10 ans, ben, après les 10 années qui ont suivi, ben, voilà, de temps en temps, je sortais avec mon obligation de l'apport de lavement la veille, au soir, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que, alors que je voulais me lancer dans mes écrits philosophiques, que j'avais guère le temps d'écrire parce que je chiais en permanence, j'avais pas envie d'écrire au WC comme certains me l'ont dit, ni même de travailler sur mes BD au WC parce que je- c'est pas quelque chose qui me plaît. Quelque part, je rentrais dans la pièce avec l'envie d'en sortir le plus vite possible, donc j'allais pas installer mon bureau au WC comme certains m'ont dit de faire, hein. Mais du coup, quand j'étais assis sur le WC, mon esprit n'allait pas aller rester dans le vide. Du coup, j'ai naturellement cogité malgré moi. Et du coup, c'est la philosophie qui a davantage dominé sur mon ambition d'auteur de BD, même si les textes n'étaient pas écrits, mais voilà, mon esprit ne pouvait pas rester dans le vide. Et par la force des choses, ou par la force du tout, ben, je suis parti dans des réflexions métaphysiques que je n'ai pas planifiées, mais qui m'ont amené à ma fameuse théorie du tout, qui inclut aussi l'aspect illusion du réel que je développe souvent. Et je m'y attendais pas arriver à ça, hein, j'ai pas planifié. Dans un premier temps, la théorie de l'illusion du réel ne m'offrait pas personnellement une interprétation aussi positive aussi avantageuse que ce que j'ai fini par faire. Mais je m'y attendais pas non plus. Mais au bout d'un moment, ouais, je suis arrivé à cette interprétation assez avantageuse sur cette théorie que notre esprit peut contrôler notre corps. Bon, là, je ne donne pas les arguments, hein, parce que certains vont dire, ouais, tu fais des raccourcis, tu dis pas pourquoi. Il y a plein de textes. Si tu veux vraiment savoir tous les arguments, il y a ces fameuses vidéos intitulées Mantra ascensionnel chrysléiste, et là, t'as quasiment tous les arguments. C'est le cheminement rationnel qui m'a amené à cette conclusion. Du coup, quand j'en suis arrivé à cette conclusion, ben, en fait, ben, j'ai fini par me décider à essayer d'appliquer ma théorie pour faire partir mes problèmes de santé. Et en fait, je les ai pas fait partir, mais j'ai réellement énormément amélioré mon état, et ça m'a permis d'arrêter l'obligation de la poire de lavement, parce que je passais quand même beaucoup, beaucoup moins de temps au WC. Je pouvais me lever le matin, même si je passais trop de temps au WC. Il y avait un moment une amie que je voyais beaucoup, et je lui disais, t'as vu, je suis guérie. Elle me disait, mais moi je trouve que tu vas quand même beaucoup au WC. Et en fait, non, j'étais pas guérie. Et elle se rendait compte que c'était pas normal de passer autant de temps au WC. Mais j'en passais tellement moins de temps que j'avais l'impression d'être guéri, parce que j'avais connu tellement pire. Mais je pouvais me lever le matin, j'avais pas fait usage de l'apport de lavement la veille, et je me levais le matin malgré tout. Je passais beaucoup de temps au WC, mais je pouvais y passer suffisamment peu de temps pour ensuite pouvoir sortir de chez moi, alors que les 20 années précédentes, c'était impossible. S'il n'y avait pas l'usage de la poire de lavement, je chiais du matin au soir. Donc, et là, ça y est, enfin, en 2017, j'ai commencé à pouvoir sortir de chez moi sans autant me tracasser. Et puis, et c'est pour ça que la rechute que j'ai eue l'été 2022 a failli m'être fatale, parce que, enfin, là, elle m'a surtout affaibli. Et puis, il y a eu une seconde rechute l'été 2023, et celle-là m'a failli m'être fatale. Pourquoi des rechutes au moment de l'été? Pour moi, c'est simple, les canicules, je gère très mal. Moi, je crains énormément les canicules. L'affaiblissement que provoque sur moi la canicule, là pour d'autres raisons, hein, en fait, hein, j'ai une grosse sensibilité à la chaleur. Et
peut-être que ça m'affaiblit tellement que parce que je médite au quotidien pour maintenir les progrès que j'ai faits. Le progrès que j'ai fait de pouvoir vaincre ce problème, enfin je ne l'avais pas vaincu, mais j'avais énormément amélioré mon état. Ben, si je suis peut-être particulièrement épuisé et que je peux moins bien méditer parce que la chaleur m'épuise, peut-être que ça explique que je rechute au moment des canicules, parce que ça fait 2 canicules successives que je rechute, et je recommence à chier du matin au soir, à plus pouvoir avoir de vie, et j'avais été super entraîné pendant quand même plusieurs décennies à être habitué à chier du matin au soir et avoir le corps qui supporte ça. Désolé de ne pas mettre plus d'élégance dans le choix de la terminologie, mais bon, en même temps, ça m'a tellement fait chier que j'ai pas trop envie de faire d'efforts. J'ai assez mis de gants. Je- Donc voilà. Ben en fait, oui, du coup, comme je disais, si tu es entraîné à faire le marathon, tu arrêtes du jour au lendemain et tu reprends plusieurs années comme si t'as pas arrêté, ben ton cœur il peut claquer. Ben là en fait j'ai quand même eu 10 ans où j'ai vraiment chié en continu du matin au soir. Les 10 années qui ont suivi, c'était ça quand j'utilisais pas l'apport de lavement, parce qu'il n'y avait pas de vrai progrès. Mais du coup, je ne l'utilisais pas tous les jours, donc j'ai quand même beaucoup passé de temps à chier du matin au soir aussi. Et du coup, 20 ans, donc ben, ça faisait quand même depuis 2017 que ça allait mieux et que je n'avais plus à me tracasser pour ça. Oui, ça faisait chier, mais j'étais tellement habitué à tellement pire que pour moi c'était vraiment super, parce que je passais beaucoup moins de temps. Mais l'été 2022, je rechute et je me mets à chier du matin au soir. Ça dure pendant des mois, parce que ça a continué même quand la canicule était finie, parce que l'affaiblissement a fait que j'ai pas réussi à reprendre le contrôle assez vite. Et même l'année 2023 entamée, ben, le fait c'est que j'avais maigri aussi. Parce que je perds, je me déshydrate, je me dessèche, j'avais maigri, je tombe à 50 kilos, quand c'est comme ça je fais 1,94 m, hein. Je peux pas me permettre de tomber à 50 kilos. Après, comme je me discipline à faire beaucoup de marches, je stocke en muscle, je fais des pompes, 360 pompes tous les matins, et quand je me sens d'autres exercices, ben j'arrive à stocker autant que faire se peut en muscle. Et puis, mais j'avais pas réussi à reprendre tout ce que j'avais perdu. Et puis arrive l'été 2023, ben paf, je recommence à chier du matin au soir. Et le fait, c'est que même quand l'été est fini, j'arrive pas à reprendre le contrôle. Et oui, parce que la chaleur m'a fatigué, donc ça m'épuise et je dois perdre le contrôle à cause de ça, parce que je dois méditer pour maintenir mon progrès. Apparemment, c'est ça. Et ben du coup, ouais, le truc, ouais, ouais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, après, voilà, au bout du compte, je suis resté épuisé et j'ai beaucoup maigri. Je suis tombé à 50 kilos de nouveau. J'étais épuisé. Je continue à faire mes pompes, je continue à marcher. Puis à un moment, voilà, j'ai frôlé le malaise cardiaque. Et il y a le SAMU qui m'a amené aux urgences. Et ouais, ben, je sais pas pourquoi ça ferait les gens, mais si tu maigris autant, même si tu passes ta vie à chier, tu maigris, t'es épuisé et tout, tu te déshydrates, tu te dessèches, ton corps il veut plus rien garder. Et ben oui, d'ailleurs j'ai raté mon propre anniversaire quand je suis passé aux urgences. Il y a l'anesthésiste, quand je suis rentré au bloc juste avant, l'anesthésiste, en voyant ma date de naissance, elle me souhaite un joyeux anniversaire. Et ben c'était vraiment, l'intention était vraiment bonne, mais ça m'aurait davantage consolé si l'anesthésiste avait poussé la bienveillance jusqu'à chanter en buvant. Voilà, du coup, ouais, depuis, ouais, j'ai déjà bien repris, hein. Je suis presque à 70 kilos avec ma discipline de vie, mais, mais bon, je fais 1,94 m, hein, et j'essaie de stocker davantage en muscle, mais j'ai du mal. Et je passe de nouveau beaucoup moins de temps à chier, mais bien plus que ce que je pouvais passer quand j'avais eu mes gros progrès, hein. Et du coup là j'ai pu aller au festival du livre de Nice. J'étais vraiment super content, hein, de pouvoir y aller. Voilà, je voulais faire ce bilan là, d'avoir pu y aller. J'aurais voulu parler moins, mais c'est pas évident, hein. J'espère que j'ai fait chier personne, hein. Voilà, oui, oui, j'ai même des amis qui ont osé me dire que je les faisais chier avec mes problèmes de santé, mais méchamment, hein, c'est pas de l'humour, hein. Et ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai pas choisi mes problèmes de santé, et des fois, tu as des gens, moi, que je peux être empathique avec ces personnes-là, malgré tout, attention, hein, parce qu'avant qu'on me juge, tu as des gens qui ont des problèmes de santé, qu'ils se sont presque choisis parce que c'est leur hygiène de vie qui les a provoqués, et ces gens-là,
toi tu leur montres ton empathie, et quand toi tu partages tes problèmes de santé qui sont des problèmes de santé plus originaux que les leurs, des problèmes de santé que tu as donné sens et que tu n'as donc pas choisi, tu n'as pas fait une hygiène, tu n'as pas adopté une hygiène de vie pour avoir ces problèmes de santé, ben ces gens que toi tu n'as jamais jugés, ben eux ils vont te juger. Alors ça fait quand même réfléchir. Et ces gens ont droit à plus d'empathie de leurs proches, parfois c'est les mêmes proches qu'on a mutuellement, communément, ben des proches qui ne me manifesteront pas autant d'empathie. C'est assez bizarre, il faut juste avoir une maladie bien connue. Et parce que quand tu as la peine d'être malade et d'avoir une maladie quelque peu originale, une maladie dont on ne parle pas, tu as la double peine. La peine d'être malade, qui est déjà une peine assez difficile à vivre, hein, et la peine d'être jugé comme si c'était coupable de je ne sais quel crime que je n'arrive même pas à imaginer, mais c'est comme ça qu'on te juge. Hein. Voilà. Et du coup, ouais. Et t'es même pas à l'abri que les médecins réagissent comme ça, hein. Parce que les médecins, ils sont pas tous très intelligents, hein. Ils ont fait des études, ils ont appris par cœur, et certains, ce qu'ils n'ont pas vu dans leur cursus universitaire, bah, ils n'auront même pas envie d'en envisager la possibilité. Mais en même temps, si tu n'avais que des médecins comme ça, la science, elle évoluerait pas. Parce que de temps en temps, tu as quand même des spécialistes qui découvrent des nouvelles maladies, qui ne sont pas forcément nouvelles au sens strict. Elles sont nouvelles dans le sens où elles n'avaient pas été répertoriées. Comme aussi des spécialistes des insectes. Je ne sais plus comment on les appelle. Je voulais dire le nom, ça empêtait un peu parce que je le connais en plus. J'ai un trou. Voilà. Donc comme des spécialistes des insectes qui découvrent de nouveaux insectes, c'est pas des insectes qui viennent d'apparaître. Souvent, ils existaient même avant notre espèce Homo sapiens. Hein. Mais c'est juste qu'il y a tellement d'insectes sur la planète qu'il y en a une très grande quantité qu'on n'a pas encore répertoriée. Donc on découvre des fois de nouveaux insectes. Et ben, c'est pareil. Quand on découvre de nouvelles maladies, elles ne sont pas nouvelles au sens strict du terme. En tout cas en général, c'est parce qu'on ne les avait pas remarquées. Des fois, il n'y avait pas assez de gens qui les avaient, ou qui se plaignaient des symptômes. Et puis aussi, le confort de vie dans notre communauté par le passé pouvait être beaucoup plus difficile, au point que certains qui avaient ces maladies, s'ils n'étaient pas du tout épaulés par un système un tant soit peu solidaire, peut-être qu'ils crevaient très vite, et du coup, on n'avait même pas le temps de répertorier leurs maladies. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Et du coup, oui, mais s'il n'y avait pas des médecins intelligents, on découvrirait donc pas ces nouvelles maladies. Et du coup, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui sont pas si intelligents que ça. Et tu arrives avec une maladie quelque peu originale, ils n'arrivent pas à te mettre dans une case qu'ils ont vue dans leur cursus universitaire. Ben, certains, ils te jugent très mal. Moi, là, je suis arrivé aux urgences. Ben, j'ai eu un premier médecin qui commençait à supposer des problèmes psychiatriques alors que j'étais à deux doigts de clamser. J'ai frôlé la crise cardiaque parce qu'après, heureusement, j'ai été aiguillé autrement et on m'a dit que j'ai frôlé la crise cardiaque. Hein. Donc, il y avait tous les signes. Hein. Il y avait les jambes qui enflaient et tout, et c'était parce que le corps commençait à être épuisé. J'étais à deux doigts de la crise cardiaque. Mais le premier médecin que j'ai vu, comme il connaissait pas mon type de problème, il a commencé à évoquer que c'était un problème psychiatrique. Alors limite, si ça t'arrive, parce que certains vont me juger, mais imagine que ça t'arrive, tu te retrouves comme ça, à deux doigts de la crise cardiaque, mais comme ta maladie est originale, le médecin, il juge que c'est psychiatrique, il te met en psychiatrie, comme t'es pas encadré par le personnel compétent, ben tu te retrouves en psychiatrie, et là t'as ta crise cardiaque, et là t'es mort. Voilà, c'est ça qui aurait pu m'arriver. Et aujourd'hui, c'est la mode de dire qu'il faut arrêter de désacraliser la parole du médecin. Ben, je vais prendre un autre exemple. À propos, au sujet, c'est très malheureux, mais il y a deux chats de ma mère qui sont morts récemment. Oh, moi, c'est vrai, là, ça m'a fait, parce que moi, j'adore mes chats. Voilà. Ben, ils sont morts assez récemment, ben, à cause de médecins incompétents. De médecins incompétents, les vétérinaires, c'est des médecins. Hein. Ben, un premier chat, ma mère commençait à trouver qu'il était mal, et donc elle voit la vétérinaire, et la vétérinaire, elle fait des diagnostics à vue donnée. Et nous, on a choisi de ne pas désacraliser la parole d'une médecin, donc on l'a écouté. Diagnostic à vue donnée, la mimine, d'après elle, elle avait juste dû manger de l'herbe qui a fait un effet, commence à donner ci et ça, mais il n'y avait pas de prise de sang et tout, mais on s'est dit peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait. Et au bout d'un moment, on voyait que la mimine, elle récupérait pas, elle était de pire en pire. Et puis, on en appelle. Oui, bon, allez, je fais rebondissement. Et au bout d'un moment, on finit par aller aux urgences. Et là, qu'est-ce qui se passe phase terminale. Phase terminale. Non, c'était un mâle celui-là. C'était Grisou. Ouais, Grisou. Je me suis emmêlé, ouais. Mais ouais, phase terminale d'un cancer. Hein.
Oui. Ah non, c'était même pire. Oui, oui, non, non, Grisou, là j'ai mélangé parce que c'était après c'était Goupix, il y a eu un scénario similaire. Voilà. Mais Grisou, on l'a amené dans le cabinet et là les différents vétérinaires sur lesquels on tombait disaient non mais regardez, on lui a arraché des dents, enfin, il y avait juste des dents à lui arracher et mais on sentait que Grisou était de plus en plus fatigué. On le ramenait, ah non mais encore arraché des dents, regardez, il avait des dents. Et au bout d'un moment, on finit par aller en urgence et finalement, qu'est-ce qu'il s'avère que cancer en phase terminale de la mâchoire. Et les vétérinaires ne voyaient pas ça. Il y a eu plusieurs vétérinaires successifs dans le cabinet. Les vétérinaires ne voyaient pas ça. Et ils lui arrachaient des dents et il n'y avait pas de diagnostic, pas de prise de sang. Et c'est à la rigueur qu'on nous demande notre avis. Et nous, on n'a pas désacralisé la parole du médecin. On a fait confiance. Et le chat, et le fait, c'est que quand on a su qu'il était en phase terminale d'un cancer, ben, on nous a bien dit que ça faisait un an que le chat était malade. Alors certains disent il serait peut-être mort quand même. Oui, mais on s'en serait occupé différemment si on savait. Et le fait c'est que voilà, il faut pas désacraliser la parole du médecin, il faut écouter le médecin. Ben voilà, tu as écouté le médecin et voilà. Et le chat il finit en phase terminale d'un cancer que tu découvres donc au dernier moment. Et donc sans avoir pu faire d'autres choix que voilà. Et ben après ça a été donc la mimine que j'évoquais, Goupix, et là pareil, la vétérinaire qui disait elle a mangé une herbe, qui a dû y faire un effet. Et puis à la fin ma mère elle amène en urgence, et là par contre on tombe sur un urgentiste qui était... Non d'abord on appelle un urgentiste qui vient à domicile, hein, parce qu'on là on voyait que la mimine elle s'était écrasée sur le sol, elle en pouvait plus, on se demandait qu'est-ce qu'elle avait, mais ça faisait des mois déjà que ça durait. Et la vétérinaire urgentiste n'arrive pas à diagnostiquer, à faire le moindre diagnostic à la mimine parce qu'elle trouvait qu'elle n'arrivait pas à la manipuler. La vétérinaire avait peur de manipuler Goupix, elle trouvait que c'était un chat trop difficile à manipuler. Non, Goupix, elle en pouvait plus, elle était malade, elle était facile à manipuler. Et la vétérinaire, elle avait juste peur. On aurait dit qu'elle était face à un tigre. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur des chats, mais quand tu choisis d'être vétérinaire, je veux bien qu'un vétérinaire que tous les vétérinaires ne puissent pas manipuler un tigre, par exemple. Hein, tous les vétérinaires ne peuvent pas. Mais qu'un vétérinaire ne puisse pas manipuler un chat, il y a des chats plus agités que d'autres. C'est pas le chat le plus agité que j'ai pu voir. Et en plus, là, le chat, il en pouvait plus. La vétérinaire n'arrivait pas à le manipuler. On a dû payer la vétérinaire qui a rien fait. Elle nous a dit d'aller aux urgences le lendemain. Voilà, comme moi j'ai dû arrêter de conduire après de gros problèmes rétiniens. Ma mère a les mêmes problèmes, elle n'a jamais conduit. Le transport en commun, c'est pas très pratique, hein, c'est pas toujours achalandé. Ben oui, bon, on a amené Goupix en transport en commun, ça a été galère. Hein. Oui, parce que tu demandes aux gens autour de toi. Après, il y a des gens qui te disent ah, mais c'est normal, les gens, c'est pas tes chauffeurs particuliers. Je dis pas ça, mais on s'attend des fois à avoir des amis qui peuvent avoir un peu de compassion. Et mais en fait, c'est très rare, hein. C'est très rare la compassion de nos jours. Donc voilà, bah, donc on se débrouille. Et voilà. D'ailleurs, des fois, quand certains savent que j'ai été en telle et telle difficulté, ils disent mais pourquoi tu ne demandes pas à des amis tout ça. Maintenant, plutôt que d'être déçu par des réponses très désagréables, je demande plus rien à personne. Hein. C'est plus simple. On évite d'être déçu comme ça. Donc, peut-être qu'il y aurait des gens bienveillants, mais tu as tellement été habitué à avoir des gens qui te répondent t'as qu'à prendre le bus, quand bien même c'est pas toujours pratique. Hein. Bon, toujours est-il que on a amené Goupix à cet urgentiste. Là, on n'est pas tombé, ça change hein, le personnel, et là, on n'est pas tombé sur quelqu'un de bien. Hein. On a voulu croire que c'était peut-être le cas. Le gars, il a dit non, non, non. Pareil, c'est comme la vétérinaire qui disait qu'elle avait dû manger une herbe et tout ça, et que ça y faisait un effet. Et là, non, non, mais il disait que cette chatte était en très très bonne santé, elle allait très très bien. Je sais pas. Alors, on s'est dit, mais peut-être qu'on se fait des idées. Ben, en fait, on a vu qu'après, ça avait encore des problèmes. On est allé à un autre cabinet. Et là, franchement, là, j'ai dit à ma mère, il faut toujours retourner à celui-là, parce que là, j'ai vu que ça se passe bien. Parce que là, on voit vraiment toujours le même personnel. On voit qu'il est très, très compétent. Pour ceux qui savent, c'est une clinique pas très loin de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. J'ai un trou sur le nom, mais c'est pas, vraiment pas très loin. Hein. Pas très loin. Et ben, en tout cas, voilà. Ben, là, les vétérinaires qu'on a vus, ben voilà. Encore pareil, hein, voilà, cancer en phase terminale, au dernier moment, c'est voilà, et peu de temps, il nous a donné des choses pour l'aider à supporter parce que nous,
on avait envie plutôt de l'accompagner on a eu envie de, nous nos chats, voilà, on veut les aider à vivre jusqu'au bout, le plus sereinement possible malgré tout, qu'on c'est possible de soulager la douleur, mais on n'est pas chaud à pratiquer l'euthanasie. Du coup, voilà, on s'est bien occupé d'elle et voilà, mais puis elle a fini par claquer, le cœur il a claqué, elle était épuisée. Mais voilà, cancer phase terminale, ben, en fait d'ailleurs, oui, c'est souvent ça qui arrive, hein. Tu gardes un chat qui a un cancer en phase terminale, souvent le cœur il claque au bout d'un moment. Mais en tout cas, jusqu'au bout, on s'en est bien occupé. Ben là, c'est pour ceux qui me disent qu'il ne faut pas désacraliser la parole du médecin. Ben voilà, ben tu vois, les vétérinaires, c'est des médecins. Ben, si tu vois des mauvais vétérinaires, ben, ils font des diagnostics à vue de nez, ils supposent des choses, mais sans faire de prise de sang. Peut-être même des fois, ils font des prises de sang, ils regardent pas vraiment bien les choses. Voilà, d'accord. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ben d'ailleurs, j'ai même aussi une amie qui est morte d'un cancer en phase terminale. Et bon, elle avait de graves problèmes psychiatriques, hein. Euh, voilà, ben, elle s'est retrouvée internée de force en hôpital parce que elle allait très mal, hein, c'est vrai. Elle a été prise dans la rue parce qu'elle allait très mal et qu'elle n'était pas suivie. Elle s'est retrouvée en psychiatrie et en fait, mais en réalité, elle était malade depuis longtemps et on ne le savait pas, hein. Et au dernier moment, ils ont vu qu'elle était en cancer phase terminale et elle est donc morte, hein. Mais quelque part, elle n'était pas à la hauteur pour faire ce qu'il fallait pour voir qu'elle avait un cancer qui se développait en elle. Mais le fait, c'est que le personnel médical, la limite, laissait crever parce qu'il voyait que le problème psychiatrique. Et du coup, voilà, comme quoi, faut pas désacraliser la parole du médecin. Il te met dans une case et selon quoi, voilà. Et là, moi, je suis rentré aux urgences à cause de mon malaise, hein. Le SAMU m'a amené et le premier médecin que j'ai vu, comme j'étais pas dans la bonne case, il commençait à parler de problèmes psychiatriques et heureusement que j'ai atterri après un autre, face à un autre et il a relevé que mes jambes avaient enflé, que j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque. Et limite, si j'étais aiguillé en psychiatrie, j'aurais eu les psychotropes et tout, et on n'aurait pas vu que j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque, et puis et mon cœur aurait claqué. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, donc désacralisons pas la parole du médecin, comme ça crevons en structure hospitalière. Alors du coup, des fois, si tu peux réfléchir, faut quand même, voilà, tu peux peser le pour et le contre. Moi, je suis particulièrement concerné par mes problèmes, donc j'ai bien réfléchi dessus, hein, sans vouloir me croire supérieur à ceux qui ont fait des études. Voilà. Voilà, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, Ah oui, aussi autre chose, c'est que le SAMU m'a amené. Le SAMU m'a amené à la clinique, mais après, pour sortir, ben parce que justement, tu n'as pas la reconnaissance aussi, par exemple, la sécurité sociale, quand tu as une maladie de longue durée, normalement, elle doit te prendre en charge davantage que si tu as des trucs occasionnels. Ça s'appelle le 100% ALD. Et comme moi, je suis malade depuis l'enfance, le 100% ALD, à la base, on me l'avait attribué. Mais il ne faut pas croire que la sécurité sociale est un organisme bienveillant. On sait qu'il est en déficit, et du coup, il cherche des prétextes pour supprimer des droits à certains bénéficiaires pour pouvoir faire des économies. Et du coup, quand justement tu es dans une case particulière comme la mienne, qu'on ne sait pas trop dire quelle est la maladie qui provoque le symptôme, ça ne devrait pas être important de savoir quelle maladie provoque le symptôme, en voyant juste que le symptôme est très chiant et qui peut même être fatal. Ben, ça devrait suffire. Si vraiment l'organisme est bienveillant, ça devrait suffire pour qu'il t'aide à te soulager dans l'épreuve que tu vis au quotidien. Et en fait, du coup, alors que normalement, quand tu as ce genre de situation, tu as droit notamment au transport pour pouvoir aller te faire tes soins, le transport médical. Tu as droit aussi au remboursement à 100% des traitements dans la mesure où tu es censé avoir un suivi régulier. Mais ça, on me l'a supprimé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai contesté, je suis même allé jusqu'au procès. D'ailleurs, ma mère, en fait, elle a les mêmes problèmes de santé que moi, ma mère, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ben, ma mère aussi, elle a perdu plusieurs fois, elle a fait des procès, elle a gagné, ben, elle a perdu, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, hein. Moi, j'ai laissé tomber, j'ai arrêté de me battre, hein, voilà. Ma mère, elle a récupéré de nouveau son 100% LD, moi, j'ai pas réussi. Alors, des fois, il y a des gens qui lui disent, mais monsieur, vous avez qu'à vous battre. Voilà, quand t'es malade, on te dit que t'as qu'à te battre, alors que normalement, c'est pas le système qu'on nous a vendu. On nous a vendu un système qui serait censé être solidaire, et en fait, non, non, il faut se battre pour avoir simplement les droits que le système nous promet. Et voilà, du coup, on te dirait pas ça si ton problème de santé se voyait sur ta gueule. Et voilà, donc du coup,
Ben, du coup, ouais, du coup, comme j'ai pas le 100% ALD, ben oui, je dois payer une bonne partie de mes soins. Et, et puis en plus, le pire, c'est que le SAMU t'amène pour l'urgence, mais après, pour rentrer, tu dois rentrer par tes propres moyens. J'ai bien dit que j'ai arrêté de conduire après mes graves problèmes rétiniens. Même si aujourd'hui je vois mieux qu'avant, voilà, je suis quand même pas en état de conduire, hein. Donc, et puis, et ouais, et ouais, du coup, mais j'étais épuisé en sortant de la clinique, je devais rentrer par mes propres moyens. On me dit: «Tu qu'à prendre le bus». Certains te montreraient qu'il y a un arrêt de bus à la sortie de la clinique, mais tous les gens qui te montrent ça, c'est des gens qui prennent pas le bus. Parce que les bus, ils passent pas à côté de tous les arrêts de bus. Tu sors de la clinique selon où tu vas, après il faut trouver le bon arrêt de bus. Moi j'étais épuisé, même si j'ai été sous perfusion, hein, pendant plusieurs jours, hein. On m'a mis des poches de sang. Et parce que après avoir passé plusieurs mois à chier du matin au soir, je m'étais desséché, j'étais anémié, j'étais tombé à 50 kilos, voilà. Du coup, il faut comprendre, j'étais très épuisé. Même si j'avais repris un peu du poil de la bête grâce au séjour hospitalier, j'avais quand même besoin d'un peu de repos. Alors j'ai dû marcher dans la ville pour essayer de trouver le bon arrêt de bus. Comme j'étais fatigué, je me suis perdu, j'ai marché plusieurs kilomètres pour trouver l'arrêt de bus, j'étais à deux doigts de faire un nouveau malaise. Et limite comme ça, le SAMU, là, il me prend, il me ramène encore aux urgences. Ça, j'y aurais droit. Mais après, pareil, pour rentrer chez moi, il faut que je me débrouille parce que t'as pas d'assistance. Et oui, j'ai pas osé demander à quelqu'un. Peut-être que j'aurais pu des fois, il faudrait peu réfléchir qui, parce que c'est vrai que des fois tu peux réaliser qu'au bout du compte, il y a tellement de gens qui m'ont répondu des choses méchantes, des amis, hein, qui m'ont dit: «T'as qu'à prendre le bus», hein. Du coup, des fois j'ai peur qu'un tel me réponde la même chose, alors que des fois il y a des gens meilleurs, mais tu sais plus à la fin. Des fois tu es surpris de la méchanceté de gens que tu croyais gentils, alors voilà. Donc voilà. Donc voilà, du coup, ouais, bon, j'ai réussi à rentrer. Puis, ouais, puis aussi, si certains se demandent pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos d'anniversaire, mais parce que j'étais épuisé, j'étais épuisé. Et puis, même si, et puis après, du coup, j'ai commencé à griffonner des messages d'anniversaire dessinés. Bah, en même temps, ça a permis de mettre en avant que j'étais un dessinateur, hein, parce que certains l'ont oublié, et de ma chambre d'hôpital. Voilà, si certains n'ont pas compris. Et voilà, et après j'ai continué à faire juste des dessins, voilà. Je dessinais sur le smartphone dans un premier temps, parfois une partie du dessin pour faire un fond, c'était même la porte de l'hôpital avec le numéro de la chambre d'hôtel. En gros 78, en tant que fan d'Albator 78, je pouvais considérer que c'était un signe. Voilà, et voilà, un signe que tout allait aller bien, voilà. Ouais, mais je pars positif au passage, hein. Ouais, du coup, où je voulais en venir. Ouais, c'est vrai que je parle plus que ce que je voulais. Merde, ça fait chier. Voilà. Bon, j'espère que je fais chier personne, hein. C'est vrai que j'ai dû évoquer les gens qui ont osé dire ça. Pas surtout des amis. Ils pourraient prendre en considération que t'en chies au quotidien, au propre comme au figuré, et que t'as passé ta vie à chier. Ça t'a empêché d'avoir une vie sociale et même pas la moindre compassion. Ça fait chier quand même. Voilà, et quand les mêmes, ouais, non, c'est bon, quand toi tu t'es montré empathique pour ces mêmes personnes, franchement, tu t'es déçu là. Et donc, toujours est-il que, oui, 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 bah voilà pourquoi j'ai apprêté les vidéos d'anniversaire, et puis je compte reprendre, hein, lentement et au cas par cas, selon ma disponibilité. Et oui, c'est vrai que j'ai dit précédemment en texte écrit, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne les lisent pas, les textes. J'ose espérer que là on m'écoutera. Je n'ai plus envie là de faire pour le moment des vidéos, avec après faire le montage pour les anniversaires. Ça prend du temps, puis tu commences à faire pour une personne, tu en fais pour plein, et j'ai besoin d'économiser mon énergie. Mais par contre, si quelqu'un me... Ça dépend où tu habites, ou même si tu es de passage dans le coin, et si tu passes en voiture même et que tu me vois, tu peux t'arrêter et me filmer si tu as besoin d'une vidéo d'anniversaire, je le fais. À deux fois, c'est des policiers municipaux qui se sont arrêtés et qui m'ont filmé pour que je chante une vidéo d'anniversaire pour un de leurs collègues. À deux fois récemment. Ouais, ça m'a fait plaisir, c'est sympathique, je suis content qu'ils aiment. Ils ont filmé, ils ont la vidéo n'est pas sur ma chaîne YouTube, moi ça me va, je fais ça amicalement, ça me fait plaisir. C'est toujours ok. Voilà, mais je n'ai pas envie. Donc si tu me croises et que tu veux une vidéo d'anniversaire, je peux m'arrêter et tu peux me filmer. Voilà, et moi je fais ça volontiers. Mais je n'en tournerai pas pour le moment. Voilà. Si on était venu me voir au festival du livre de Nice et qu'on me demandait ça, même on m'achète pas de BD, on me demande, je vendais mes BD, hein, on me demande une vidéo d'anniversaire, je la fais au festival du livre de Nice. Oui, en parlant du festival du livre de Nice, j'ai toujours eu tendance à mettre l'ambiance, à chanter et tout, en français, en japonais ou en muvian. Et
Et, et d'ailleurs, voilà, justement, je parle de mes méditations qui m'ont permis de bien améliorer mon état de santé avant d'avoir ces 2 rechutes consécutives. Mais là, d'air de rien, j'ai repris le contrôle. C'est pas un contrôle total, mais je suis déjà pas au pire de ce que j'ai connu. Mais c'est juste que j'ai été épuisé par l'expérience, en fait, et qu'il me faut du temps pour récupérer. J'ai repris de la masse musculaire parce que je me discipline à beaucoup marcher, à faire mes 360 pompes tous les matins. Quand je me sens, il y a même d'autres exercices, les gainages et autres. Voilà, ouais. Et ouais. Du coup, on m'entend dans certaines vidéos compter en muvillant, je compte les pompes, hein. Voilà. Et donc, oui, donc là, je suis remonté à 70 kilos alors que j'étais tombé à 50. Et d'ailleurs, le médecin qui me suit pour les contrôles, il a été surpris hein, que j'ai repris si vite autant de masse musculaire, hein. Ouais, mais j'ai dit, hein, j'ai dit, mais je suis un ascète, hein, je suis un ascète. Du coup, voilà, mais faut que j'en fasse moins, hein, voilà, ouais, je veux dire, non, mais il y a des choses que je faisais avant que je peux pas faire, même si j'en fais beaucoup plus que certaines personnes en bonne santé, mais parce que je m'écoute pas. Et c'est justement une chose qui me dessert, hein, parce qu'il y a des gens que justement ils font du cinéma pour qu'on les écoute. Moi, si je faire du cinéma, je veux bien, mais si je ferais du cinéma, ça serait pour développer mes concepts que je fais aujourd'hui en BD au cinéma, si j'avais les moyens de le faire. Notamment, il y a le personnage de Grodider dans mes BD, il a ma gueule. Et j'ai créé Grodider quand j'étais gosse. Bon, il a beaucoup changé, hein, il a grandi avec moi, mais comme moi, j'ai beaucoup changé. Mais au bout du compte, il a gardé les mêmes noms. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi ce nom à la base, hein. Mais du coup, quand j'étais gosse, dans la cour de l'école, dès le cours préparatoire, dans la cour de l'école, avec mes camarades de classe, on jouait aux aventures de Grodider. Moi, évidemment, je jouais le rôle de Grodider. Après, dès que j'étais chez moi, je faisais les planches de BD de Grodider. Mais dans la cour de l'école, je jouais à Grodider avec mes camarades. Et quand on me disait, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Alors que je faisais pourtant des BD déjà, hein. Mais pour moi, j'allais pas faire des BD. Je disais, plus tard, je ferai du cinéma. Et je disais, je ferai du cinéma pour jouer Grodider. Voilà, et je réalisais pas qu'est-ce que ça serait comme travail de faire du cinéma. Mais l'air de rien, l'idée, pourquoi pas, ça me revient. Je me dis pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, quand je dessine Grodider, je fais vraiment en sorte qu'il me ressemble. Donc, je pourrais jouer Grodider. Grodider est très grand, hein. Donc, et ouais, du coup, ouais, je pourrais jouer Grodider. Ouais, ça serait un rôle de composition parce que Grodider ne sourit jamais, hein. Donc, mais voilà, faut quand même avoir un minimum de talent artistique, hein. Voilà, du coup, ouais, donc voilà, et quand je vois, il y a des gens, ils arrivent à être pris en compassion parce qu'ils font du cinéma, ils exagèrent leurs symptômes. Et, euh, et oui, parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes problèmes de santé que moi. Parce que ma maladie, en fait, oui, ouais, là, ça, c'est la chose que beaucoup de gens ont de mal à comprendre. En fait, oui, il y a ce problème qui fait que je passe beaucoup de temps au WC. J'ai un autre symptôme qui est un symptôme de douleur musculaire généralisée et un symptôme qui crée une fatigabilité assez intense au quotidien. Et d'ailleurs, c'est officialisé sous le nom de syndrome de la fatigue chronique. Le syndrome de douleur, il est officialisé sous le nom de syndrome polyalgique idiopathique diffus. Et certaines études à un moment ont mis en avance que c'était pas les muscles qui ont mis en évidence que c'était pas les muscles qui étaient malades, mais que c'était le cerveau. Et là où ça pose beaucoup de problèmes, c'est que beaucoup de gens, quand tu leur dis ça, ils croient que ça veut dire psychosomatique. Ils croient que ça veut dire que c'est ton psychisme qui crée le symptôme. Non, le cerveau, c'est ton ordinateur. Tu nais avec un cerveau. Nous ne naissons pas tous avec le même cerveau. Quand c'est le psychisme, c'est un peu comme comment dire, ton schéma, bah, disons que tu as un cerveau qui est constitué d'une certaine manière, il a une structure qui est une façon ou d'une autre selon les personnes, nous n'avons pas tous le même cerveau, mais après, suivant ton vécu, suivant tes interactions avec les autres, il y a là tout ce qui est psychisme qui se développe différemment, ça c'est vrai, mais malgré tout, et là, oui, tu peux avoir des troubles psychosomatiques, c'est quand le psychisme a une répercussion somatique, c'est-à-dire sur l'organisme. Et là, on parle de somatisation, ça c'est quand le psychisme a une répercussion sur l'organisme, sur ce qui est somatique. Et
Mais tout ce qui se passe dans le cerveau ne relève pas strictement du psychisme. Tu nais avec un cerveau qui a une structure spécifique qui n'est pas la même que le cerveau d'une autre personne, comme le mien par exemple. Et nous n'avons pas nous ne naissons pas avec le même matériel au niveau du cerveau. Et des fois, tu peux avoir des maladies qui sont siégées dans le cerveau, même si ce n'est pas des maladies qui affectent l'intellect ou le psychisme. Et parce que le cerveau, c'est notre super ordinateur central, il contrôle tout notre organisme. Par exemple, tu as des gens qui peuvent être paralysés en ayant des jambes impeccables, mais parce que les jambes fonctionnent aussi parce que le cerveau les contrôle. Et des fois, tu as une zone du cerveau spécifique qui est concernée qui fait que tu es paralysé. Il y a des gens qui peuvent avoir une déficience visuelle qui ne relève pas de leurs yeux, mais qui relève du cerveau. Parce que les yeux, c'est comme des caméras, le cerveau, c'est l'ordinateur. Les caméras envoient les informations à l'ordinateur. Si l'ordinateur a une défaillance spécifique qui fait que l'information n'est pas bien réceptionnée, ben, tu peux même être aveugle en ayant des yeux impeccables. Et on peut rien faire, hein, parce qu'on va pas t'opérer du cerveau, et puis même si on t'opère, on sait pas quoi faire, hein. Quand on va ouvrir, on fait quoi après? Non, non, le cerveau c'est une grande inconnue. On arrive à voir aujourd'hui par des tests d'imagerie cérébrale qu'il y a un problème au cerveau, mais on sait pas quoi faire. Et au passage, je les ai fait les tests, et j'ai effectivement une maladie neurofonctionnelle. Cette maladie neurofonctionnelle provoque le syndrome de douleur généralisée, du matin au soir, hein, les douleurs généralisées, le syndrome de fatigue chronique, a priori le syndrome que j'ai aux intestins, mes intestins ne sont pas malades. D'ailleurs, au passage, comme j'étais suivi par mon neurologue pour le syndrome polyalgique idiopathique diffus et pour le syndrome de fatigue chronique, à un moment je lui ai dit mais mon problème intestinal, ce serait pas la même cause? Et il n'était pas d'accord. Dans les derniers temps, il était d'accord, mais je crois pas qu'il se rappelait que je lui avais dit, mais c'est pas grave, hein, j'ai rien à gagner à ce niveau-là, hein. J'ai fait cette conclusion parce que je suis très concerné par le problème et je trouvais plus logique d'imaginer que j'avais trois symptômes qui venant d'une même maladie, cette maladie neurofonctionnelle, que de me dire que j'avais tellement de malchance que j'avais une flopée de maladies, hein. Voilà. Et une même maladie avec plusieurs symptômes, ça me semblait plus cohérent. Parce que j'avais pas trop envie de soutenir la thèse de la fatalité qui s'acharne sur moi. Voilà. Mais ceci dit, j'ai pu faire des recherches en ligne. Il y a beaucoup de spécialistes qui vont dans ce sens-là. D'ailleurs, ma mère a même fait un protocole de recherche où où elle a été OK pour tester des traitements. Et dans les traitements, dans le protocole, parce qu'il y avait tous des papiers à lire qui expliquaient les théories en vigueur sur cette maladie, et il était bien spécifié que cette maladie neurofonctionnelle provoquait douleur généralisée chronique, syndrome de fatigue chronique et syndrome a priori de l'intestin irritable mais qui ne vient pas de l'intestin en fait. Voilà. Et justement, tous les examens sur l'intestin montrent qu'il n'y a rien. Et le fait, c'est que là, en rentrant aux urgences, on te les refait, les examens. Et du coup, chaque fois, parce que d'emblée, on veut te mettre dans les cases de ce qu'on connaît bien. Mais bon, et chaque fois, il n'y a rien. Et parce que c'est neurofonctionnel. D'ailleurs, j'ai vu que l'OMS est d'accord, c'est que c'est neurofonctionnel. Par contre, on m'a fait les examens du cerveau qui montrent qu'il y a une défaillance. Mais on voit une défaillance, mais en réalité, on ne sait pas quoi faire. Et puis, en plus, on voit une défaillance, on peut se dire peut-être quelle est la cause de ce qui se passe dans les muscles, ce qui se passe dans les intestins, mais en fait c'est du peut-être, parce qu'en réalité, même si l'imagerie cérébrale montre qu'il y a un problème, on peut que interpréter qu'elle montre qu'il y a un problème, mais on ne sait pas exactement à quel... même si on sait qu'il y a des zones du cerveau qui correspondent à ci ou à ça, mais en réalité c'est juste des hypothèses. En réalité, une même zone du cerveau peut gérer des choses qui n'ont pas l'air très cohérentes, connectées, parce que le cerveau est un ordinateur beaucoup plus compliqué que n'importe quel ordinateur. En réalité, on le comprend extrêmement mal. Voilà. Et donc oui, mais ceci dit, oui, donc on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas expliquer pourquoi et on ne sait pas quoi faire. Voilà. Du coup, par contre, s'il y a des choses qui peuvent te soulager, c'est bien, voilà, par exemple, avoir le 100% ALD pour pas que ça soit pénible de se soigner, c'est bien. Qu'au moins on te paye la Sécu te paye le transport, ça t'aide, surtout quand tu peux pas conduire. Et voilà, et puis même, par exemple, on me prescrivait des boosters Rénutrile pour aider de stocker un peu des calories. Ben, pareil, la Sécu, ben, elle me les rembourse plus à 100%. Moi, j'ai arrêté de les prendre. Et voilà, le problème, voilà, c'est le booster Rénutrile, c'est que c'est pas, voilà,
c'est juste pour compenser le problème, quand bien même il vient, et voilà, il vient de quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Par exemple, on me prescrivait aussi de la L-carnitine. Il y a des gens qui en prennent parce qu'ils ont une carence. Mais en fait, le neurologue, il s'est rendu compte que ça marchait sur les gens qui avaient mes symptômes, alors qu'on n'a pas de carence. Mais peut-être que les symptômes font, l'affaiblissement qu'on a fait qu'on a un besoin supérieur en L-carnitine sans avoir de carence. Ben, ça m'a beaucoup aidé de prendre de la L-carnitine. Mais voilà, ben là, j'en prends plus. Voilà, ouais, parce qu'on m'a tellement compliqué l'accès aux soins, voilà, ouais. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, oui, oui, on m'a compliqué l'accès aux soins, ouais, on m'a compliqué l'accès aux soins, et voilà. Ouais, ouais, j'ai même été parfois culpabilisé par certains médecins, pas par mon neurologue, hein, mais bon, mais en même temps, ouais, ouais, ben, ouais, ouais, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, oui, voilà, du coup, oui, bah, du coup, ouais, si tu as le 100 LD, au moins pour te rembourser tout ça à 100, parce que quand même, c'est mieux de prendre ça en continu, surtout quand tu es dans mon état, mais voilà, mais on t'embête, la sécu doit faire des économies, et dès que tu rentres pas dans la bonne case, ben, pour eux, c'est un prétexte de faire des économies, en disant que, voilà, ils sont pas d'accord, presque ils nient même l'existence de ta maladie, puisque tu rentres pas dans une case bien cartographiée pour eux, mais en réalité, c'est de l'hypocrisie, c'est parce qu'ils veulent faire des économies, et ils vont pas faire des économies sur des gens qui ont des maladies bien répertoriées, parce que là il va y avoir des tollés, et si toi tu es dans une case un peu à part, ils savent que tu vas être isolé, tu vas pas te battre, et du coup comme ça ils vont faire des économies sur ton dos. Et par contre tu te plains, on te dit mais monsieur vous avez qu'à vous battre, oui mais justement si t'es pas en forme et que t'es épuisé, et puis t'as pas forcément l'énergie de te battre, et en plus t'es pas entouré, t'as personne qui va se battre avec toi, et voilà, bah, du coup non j'ai pas envie, et puis quand j'arrive à avoir un peu d'énergie, bah, je fais des choses qui me font plaisir, voilà. Voilà, du coup, ouais, je suis désolé, je voulais pas parler autant, hein, ça fait chier de se laisser emporter comme ça, mais bon, à mon avis, j'ai dit des choses utiles, hein, j'avais besoin de faire ce bilan. Oui, oui, c'est ça que je voulais en venir, parce que c'est surtout un rapport du Festival du Livre de Nice. Donc, j'ai déjà réussi à bien améliorer mon état grâce à mes techniques de méditation. Alors voilà, c'est mon expérience personnelle que je partage, parce que certains aussi vont me diaboliser en me traitant de gourou, de charlatan. Ça me fait plaisir de partager cette expérience, parce que je ne cherche pas à vendre. Si des gens, évidemment, on va dire qu'il y a des vues sur YouTube, tout ça, je partage le lien Tipeee, où je mets des publications que je réserve à ceux qui vont sur Tipeee. Ben, ça me permet de quelque part de m'en sortir en tant que créateur, mais je n'oblige personne, je ne mets pas de couteau sous la gorge. Et mais c'est vraiment sincère quand je partage. En plus, là, j'ai failli crever récemment, et c'est vrai, je m'en remets un peu trop doucement. J'essaie de m'en remettre plus vite, mais en même temps, je vais pas me stresser, mais j'ai du mal. Et, euh, et du coup, je partage donc. Ouais, on m'a traité de gourou et tout. Non, moi, c'est juste sincère quand je partage mon truc. Tu as le droit de pas être convaincu. Mais ceci dit, voilà. Là, j'explique pas le raisonnement, mais il y a des tas de vidéos intitulées Mantra Ascension et Chris Leaf où il y a vraiment le raisonnement. À la rigueur, au lieu de juger émotionnellement ma théorie comme irrationnelle, pour juger ma théorie de façon raisonnable, ben, il faut écouter le raisonnement pour voir si, selon toi, le raisonnement se tient de bout en bout. Voilà. Après, si tu trouves qu'il ne se tient pas, ben, tu as le droit. Peut-être que tu peux même écrire tes arguments si tu as envie. Voilà. Voilà. Donc, voilà, 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 voilà. Donc, toujours est-il que... Bon, après, quelles que soient les raisons, ce qui est important, c'est que ça a pu marcher pour moi. Parce que le truc, c'est que j'ai quand même bien amélioré mon état, malheureusement. Et c'est pas que je refuse, parce que certains me disent qu'il faut croire en la science. En fait, il faut pas croire à la science, parce que la croyance, ça relève de la foi. La science, ça doit pas être une question de foi. Et moi, je suis quelque peu dans un esprit plutôt scientifique, d'un certain point de vue, hein. Parce que la philosophie, c'est de la science, hein, dans un sens très large du terme. Parce que la philosophie repose sur une démarche rationnelle. Tous les philosophes n'arrivent pas à des thèses métaphysiques, mais tous les philosophes dignes de ce nom sont dans une démarche rationnelle, et donc dans un sens très large du terme, scientifique. Euh, et j'avais pas prévu d'arriver à ces conclusions. Mais toujours est-il que, voilà, ben, ce qui est important, c'est que ça marche pour moi, et c'est vrai que le fait, c'est que oui, j'ai bien amélioré mon état, j'ai rechuté, mais j'ai de nouveau bien amélioré, même si j'avais pu mieux améliorer. Mais voilà, mais voilà, j'ai quand même d'autres maladies. Par exemple, j'ai le syndrome de Raynaud.
je dis pas que c'est aussi grave, hein. Le syndrome de Raynaud, tu as les doigts qui deviennent blancs quand il fait trop froid, et il paraît que tu peux perdre les doigts si tu es dans des endroits trop froids. Je prétends pas que c'est mes méditations, hein, qui ont fait quasiment partir le syndrome de Raynaud. Je vais pas rentrer dans les détails, mais par la force des choses, ou par la force du tout, j'en suis arrivé à me doucher systématiquement à l'eau froide. Là, j'ai la chaudière qui est éteinte en permanence, donc c'est vraiment douche froide, ça fait 11 ans. Oui, parce que des fois, il y a des gens qui me disent: ah, moi aussi, c'est douche froide parce que je mets pas beaucoup d'eau chaude. Non, moi, il n'y a pas d'eau chaude. La chaudière est éteinte. Je ne chauffe jamais. Je crains de moins en moins le froid. Oui, bon, au bout du compte, peut-être que je vais craindre de plus en plus la chaleur. Bon, je crains de moins en moins le froid. On me voit souvent en débardeur, même en plein hiver. Et ben oui, ben, le syndrome de Raynaud, il a peut-être disparu tout simplement pour ça. D'ailleurs, j'attrape plus de rhume, j'attrape plus la grippe. Ouais, on peut comprendre quand même, hein. Oui, je crois que j'ai bien renforcé mes défenses immunitaires aussi, hein. Voilà, donc le syndrome de Raynaud, peut-être que c'est simplement pour ça qu'il a disparu. Par contre, voilà, j'ai aussi une maladie rétinienne, enfin une maladie du globe oculaire en général, pas simplement rétinienne. J'ai eu des déchirures maculaires, j'ai eu des décollements de rétine, j'ai eu beaucoup de trucs très graves dans les yeux, et je suis toujours suivi de très près par un grand chirurgien, et voilà, mais là, je vois beaucoup mieux qu'avant au passage, hein. C'est pour ça, je vois pas si bien que ça, hein. C'est pour ça que je peux ne pas reconnaître quelqu'un s'il n'est pas trop assez près de moi, mais, je voyais tellement plus mal avant que pour moi j'ai l'impression de voir super bien. D'ailleurs, je mets pas mes lunettes parce que j'ai une correction beaucoup plus faible qu'avant, mais en réalité j'en ai besoin, mais j'étais habitué à tellement pire que je suis trop content de crâner sans mes lunettes, alors je sors sans lunettes. Voilà. Voilà, pour ceux qui se posent des questions, mais j'ai des lunettes en réalité, je peux les mettre si vraiment je suis trop inconfortable, si je suis trop fatigué, voilà. Mais à un moment, je ne pouvais pas faire un seul pas sans lunettes, hein, donc c'est pour dire que le progrès est énorme, hein. Mais bon, je suis toujours à surveiller de près, hein, parce que selon ce qui se passe dans la macula ou sur la rétine ou dans le globe oculaire en général, il faut intervenir très vite, et si on n'intervient pas assez vite, ben après tu es aveugle de façon définitive. Ouais, donc voilà, donc j'ai le syndrome de Raynaud, c'est une maladie. J'ai une maladie du globe oculaire en général, c'est une autre maladie. Donc j'ai la maladie que je viens d'évoquer qui, à mon avis, la maladie neurofonctionnelle, l'OMS est d'accord avec ça, qui provoquerait le syndrome de fatigue chronique, le syndrome de douleur chronique et le syndrome qu'on pourrait qualifier de l'intestin irritable, qui en réalité ne vient pas de l'intestin. Voilà. Et après, j'ai une autre maladie qui est moins chiante, mais celle-là, j'aime bien mettre en avant parce que je l'ai totalement vaincue uniquement par mes méditations. Une rhinite chronique. Alors, ça peut sembler rien, mais c'est très important pour moi de mettre en avant parce que ma rhinite chronique qui a été diagnostiquée, qui faisait que quand on passait du temps avec moi, on croyait que j'étais enrhumé si on ne me connaissait pas, parce que je restais difficilement 10 minutes sans me moucher, et c'était depuis l'enfance. D'ailleurs, quand j'allais à l'école primaire, il y avait beaucoup de paquets de mouchoirs en papier dans mon sac à cartable, parce que j'étais obligé, je ne pouvais pas rester très longtemps sans me moucher, et j'avais très vite des crises et tout ça. Après, tu as vite les gens qui considèrent que c'est psychosomatique et que tu te mouches sans avoir besoin. Moi, des fois, je faisais des repas avec ma mère, et des fois, ma mère, elle me disait: mais mouche-toi, j'entends que tu respires mal. Et je disais à ma mère: mais j'en ai marre de me moucher. Alors j'essaie de lutter. Elle savait, elle comprenait, voilà. Donc c'était pas une obsession, puisque carrément j'essayais de lutter, mais j'arrivais pas à lutter très longtemps. Par contre, ma mère, elle avait très mal aux oreilles quand je me mouchais, donc elle me disait d'aller me moucher loin d'elle, parce que ça lui faisait mal aux oreilles et parce que je faisais beaucoup de bruit. Et du coup, quand j'ai commencé à méditer et que ma première victoire totale, ça a été sur ma rhinite chronique, en fait c'est même ma seule victoire totale à l'heure actuelle. J'avais dit à personne que je faisais ça, mais ma mère, elle s'en est rendue compte qu'il s'est passé quelque chose, parce que elle me disait plus d'aller me moucher plus loin, alors qu'elle arrêtait pas de me le dire. Et même si j'allais plus loin, elle m'entendait plus loin, parce que ça faisait beaucoup de bruit, surtout dans son appartement, elle vit dans un 2 pièces. Et quand je mangeais avec elle, si j'allais plus loin, elle m'aurait entendu. Et ben un jour, elle m'a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Tu te mouches plus? Ben, je lui ai dit: ben non, ben non, parce que je suis en harmonie avec le tout, parce que je médite pour être en harmonie avec le tout, parce que si tout est relatif dans l'existence, c'est parce que le tout est absolu, et moi je médite sur cet absolu. Voilà, du coup, ouais, bon, c'est version raccourcie, mais on peut écouter mon texte mantra ascensionnel chrysléiste, et on peut comprendre comment je fais pour obtenir ces résultats. Mais c'est très important que j'ai totalement vaincu ma rhinite chronique,
Parce que c'est quelque part une démonstration empirique que je me fais à moi-même. Parce que je pars moins gagnant pour le problème le plus chiant, et le fait de partir moins gagnant, ben, on devrait tomber d'accord, si on accorde un minimum de crédit à ma théorie, que j'ai en sorti, et que même si on considère que c'est juste un effet placebo, parce que l'effet placebo, on sait que ça existe médicalement. Même si les médecins n'expliquent pas comment l'effet placebo marche, les médecins savent qu'il y a des gens des fois qui guérissent de choses dont ils ne devraient pas guérir simplement parce qu'ils croient qu'ils ont pris quelque chose qui va les guérir. Même si on ne sait pas comment ça a marché, on sait que dans certains cas ça marche. Alors si ma rhinite chronique, c'est un effet placebo que je me suis fait, supposons que tu as envie de croire ça, mais au bout du compte, le même effet, je pourrais me le provoquer sur les autres symptômes, puisque ça ne veut pas dire que les autres symptômes ne relèvent pas d'une véritable maladie. Il y a des tas de gens qui guérissent de véritables maladies par effet placebo. Mais de toute manière, ma théorie permet d'expliquer comment l'effet placebo marche tout simplement en réalité, puisque je développe que notre psychisme peut réellement prendre le contrôle de notre organisme. Et mais le fait que je parte pas gagnante pour cette maladie très chiante, ce symptôme très chiant que j'évoque, c'est parce que je l'ai subi pendant trop longtemps. Malgré tout, j'ai obtenu de gros progrès, mais des progrès moins considérables que pour ma rhinite chronique. Mais d'avoir obtenu ce progrès pour ma rhinite chronique, quelque part de me le rappeler autant, ça, c'est aussi me montrer que j'ai pu le faire. Du coup, en me montrant que j'ai pu le faire, ben, il faut maintenant que je rentre bien dans ma tête que je peux faire autant pour le reste. J'ai pu totalement, parce que alors que je ne pouvais pas rester plus de 10 minutes sans me moucher, maintenant je reste des mois sans me moucher. D'ailleurs, j'ai croisé une amie à Nice quelque temps avant vraiment de me dégrader d'un point de vue santé l'année dernière, et j'évoquais ce succès, et elle m'a dit, eh ben, c'est vrai, on est en train de parler depuis un moment, hein, on s'est croisés, on s'est mis à se parler pendant plusieurs dizaines de minutes, et elle m'a dit, ben, c'est vrai que là, parce qu'elle me voyait des journées entières par le passé, et elle m'a dit, c'est vrai que là, tu te serais déjà mouché au moins une fois. J'ai dit, mais je me serais mouché plusieurs fois pendant la durée de notre conversation, mais elle a quand même acquiescé que je me serais mouché au moins une fois, et là, elle voyait bien que je respirais bien. Mais avant, les gens qui me côtoyaient de près voyaient bien que quand je me mouchais pas, pendant un certain temps que je luttais, je respirais mal. Et ça a disparu. Après, beaucoup de gens oublient, et comme dirait un de mes illustres prédécesseurs, nul n'est prophète en son pays, et c'est pour ça que beaucoup de mes proches qui pourraient se rappeler que j'avais ce symptôme l'ont oublié au point de nier le miracle auquel je suis parvenu. Et d'ailleurs, là j'étais sur le stand de BD Fugue, pourquoi j'en arrive à ça? Mais parce que oui, les libraires de BD Fugue, j'ai été sur leur stand au Festival du Livre de Nice pendant plusieurs années consécutives. Moi, je fais le Festival du Livre de Nice depuis 2007. Bon, j'ai été absent pendant là, il y a 2 ans que j'ai pas pu faire. Les 2 dernières années, j'ai pas pu les faire. Mais ceci dit, depuis 2007, j'étais en dédicace, d'abord sur le stand de la Planète Livre, puis quand Fabrice de la Planète Livre a pris sa retraite, j'ai été sur le stand de BD Fugue, et donc Paul et Xavier de BD Fugue, qui m'ont tous deux dit hier, oui, oui, qui se rappellent bien que je mettais énormément l'ambiance, par les années passées au Festival du Livre de Nice, que je mettais énormément l'ambiance, non seulement en chantant, en buvant, mais aussi en me mouchant. Et d'ailleurs, c'est une chose très amusante, c'est qu'il y a un auteur de BD qui m'avait carrément surnommé le saxophoniste fou. Et du coup, ouais, d'ailleurs, il m'a fait une dédicace à ce sujet. Je la cherchais tout à l'heure pour prendre en photo la dédicace, pour la mettre, mais je sais pas, j'ai pas réussi à la trouver. Si je la trouve, je la rajouterai au montage, hein, on verra. Oui, il a fait une très bonne BD où j'ai oublié son nom, il s'appelait Philippe, mais le nom de voilà, le nom de famille ou le nom en tant que auteur d'auteur, je sais plus. Mais en tout cas, ce Philippe, il faisait en tant que les personnages qu'il dessinait, c'était que des acteurs du cinéma français, ou du moins pas que du cinéma français, de ce qu'on pourrait appeler la grande époque, une époque assez classique. Oui, c'est pas que du cinéma français. Il y a Diana Rigg, telle qu'elle était, par exemple, quand elle a joué dans Au service secret de Sa Majesté avec Georges Lazenby, qui est un de mes James Bond préférés, hein. Il y a aussi
du Lino Ventura, du Bernard Blier, voilà tout ça. C'est comme tout un casting ces BD avec ces têtes bien cultes que tu reconnais. Et j'y ai pris une de ces BD et sur la dédicace il a écrit pour Chris Léo, le saxophoniste fou. Voilà, ben, parce que j'arrêtais pas de me moucher, que ça l'a bien fait rire, et j'arrêtais pas, je pouvais pas faire autrement. J'ai passé pendant très longtemps, jusqu'à 2017, chaque fois que je faisais des dédicaces en festival, ben, je mettais l'ambiance, non seulement en chantant, mais aussi euh, avec mon talent de musicien si particulier, en me mouchant à longueur de temps. Voilà, et du coup, voilà, mais du coup, il y a quand même certains. J'ai dit hier à Paul et Xavier, j'espère que si je revois ce dessinateur, il se rappellera que je l'avais marqué en me mouchant et qu'il pourra témoigner qu'avant c'était comme ça et qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui peuvent témoigner parce que les gens ils oublient. Ouais, déjà, il y a Paul et Xavier qui se rappellent, hein, voilà. Voilà, bah, s'il y a des proches qui se rappellent, ils peuvent mettre un commentaire, hein, ça serait cool. Hein. Voilà, donc, ouais, donc, qu'est-ce que je vois? Eh ben, le fait que j'ai eu cette victoire, ben, je devrais me mettre dans la tête que je peux avoir la même victoire sur mes autres problèmes. Alors du coup, oui, d'ailleurs, j'ai même décidé de faire un rituel, parce que vu que je suis plus du tout en lutte contre ma rhinite chronique, je n'ai même plus besoin de méditer pour garder le progrès. Parce que les autres progrès que j'ai faits, ils sont pas super satisfaisants, mais ils sont déjà énormes par rapport à ce que c'était. Mais je dois continuer à méditer pour les maintenir. Et je médite aussi pour essayer de... Enfin, faut pas essayer. Hein. Certains comprendront la référence. Je médite aussi pour tâcher d'améliorer encore davantage mon état. Voilà. Et le but, c'est d'aller toujours plus loin, encore plus loin, sur la voie de mon ascension. Parce qu'après, je veux me maintenir jeune éternellement et vivre éternellement. Voilà. D'ailleurs, j'ai même fait un rêve, parce que certains pourraient me dire que si tu vis éternellement, un jour, la Terre disparaîtra, même l'univers, il est censé s'éteindre, hein, et tu n'as plus d'endroit où aller, s'il n'y a plus d'univers, même si tu vis éternellement, là tu meurs. Voilà. Mais on m'a jamais posé la question. Mais le fait, c'est que j'y ai réfléchi, en réalité, et j'ai fait un rêve où un ami me pose la question, et je lui dis non, non, mais j'ai bien réfléchi parce que dans ma maîtrise de l'illusion du réel, je compte au bout d'un moment me créer un espace dans lequel je survivrai même quand l'univers disparaîtrait. Ce que j'appelle la bulle d'éternité. Mais je m'imagine un espace assez confortable. Hein. Moi, ça serait une duplication de la Terre en gardant la faune et la flore. Et les architectures que je tiens à garder, par exemple, tous les vestiges archéologiques, j'adore ça, tout ce qui reste des Mayas et des Aztèques, par exemple. Et, et après, j'inviterai dans la bulle d'éternité cet environnement que j'aurai créé, en fait, qui survivra à la fin de l'univers. Et j'inviterai les élus, hein, les plus fidèles chrysléistes pourront venir dans la bulle d'éternité. Hein. Et voilà. Et bah voilà, du coup, j'explique ça dans un rêve à un ami qui me dit ça, qui me dit, mais si l'univers disparaît, tu disparaîtras aussi, même environ éternellement. Et dans mon rêve, au bout d'un moment, tout d'un coup, il y a une ellipse, on comprend qu'il s'est passé plusieurs milliards d'années, mais vraiment beaucoup, hein, des milliards d'années. Et là, je suis dans le vide total, l'univers a disparu, et je flotte dans le vide total sur un petit carré transparent, c'est assez bizarre. Et c'est un rêve que j'ai réellement fait. Hein. Et je suis en méditation sur ce petit carré qui flotte dans le vide total. Et là, tout d'un coup, je me réveille de ma méditation et je me dis, là, ça fait des milliards d'années que je suis comme ça. Hein. J'ai pas réussi à me créer mieux comme espace, comme quoi la bulle d'éternité, j'en étais encore loin. Et là, je me réveille de plusieurs milliards d'années de méditation et je me dis, putain, je prendrais bien une douche froide. Et j'ai raconté ce rêve à mon ami Atanas Ivanov Koutrev lors d'une conversation téléphonique quand je venais de le faire. Et là, Atanas Ivanov Koutrev, il me dit, ben la douche froide, c'est que tu pouvais même plus la prendre. Voilà, du coup, ouais, bon, voilà, ben, donc c'est assez drôle. Mais ceci dit, certains m'ont dit, mais ça sert à quoi de vivre si tu es comme ça tout seul? Mais si tu as réussi à te créer cet espace, alors qu'il n'y a plus rien, que c'est juste par ta maîtrise de l'illusion du réel, ben, au bout de quelques milliards d'années, tu peux espérer arriver à étendre ton espace et vraiment créer la duplication de la Terre longtemps plus tard. Voilà, bah, tu l'as créé par un sorte de copier-coller en fait, hein. Comme quand tu es dans ton ordinateur, tu prends un fichier, tu fais copier-coller, le fichier tu l'as deux fois, c'est le même fichier, c'est l'information qui est dupliquée. Et là, et l'idée c'est que si tu maîtrises l'illusion du réel, même si c'est sur ton petit carré en méditation, tu peux aller chercher l'information de la Terre
pour faire un copier-coller de l'information ou de ce que tu gardes de l'information en lieu et place de ton petit carré. Et là, tout d'un coup, tu te crées un espace meilleur et tu peux aller chercher les personnes que tu veux ramener. Voilà, comme ça, en cherchant l'information quantique des dites personnes pour les ramener dans ta bulle d'éternité. Je risque de faire peur à des gens là, avec ma théorie. Mais pour mieux comprendre ma théorie, il faut quand même suivre le raisonnement où j'explique. Hein, voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ben, je voulais surtout en arriver pour mon expérience au Festival du Livre de Nice. Je suis content de l'avoir fait, mais je voulais faire les autres jours, mais je suis assez fatigué quand même parce que justement je récupère pas assez vite que ce que je voudrais, comme quoi je n'essaie pas de trop en rajouter sur le miracle, parce que l'air de rien, oui, je progresse avec mes méditations, mais pas autant que je voudrais, mais... Ah oui, je disais, il y a des gens qui... Ah, c'est ça que j'oubliais, il y a des gens qui ont la même maladie que moi, et au sujet des douleurs musculaires, ben, certains choisissent le fauteuil roulant. Alors, il faut savoir que cette maladie, elle paralyse personne. Tu as des douleurs musculaires en permanence. Et, mais si tu choisis le fauteuil roulant parce que tu as mal aux jambes, ben, ça t'aidera pas à avoir moins mal aux jambes. Hein, parce qu'après, dès que tu vas décider de te lever du fauteuil roulant, tu n'es pas paralysé, mais tu vas te lever du fauteuil roulant parce qu'il faut, ben, tu auras encore plus mal aux jambes. Et si tu passes vraiment du temps en continu sur le fauteuil roulant, ben, tu finiras par ne plus pouvoir te lever, quand bien même à la base la maladie ne te paralyse pas. D'ailleurs, moi, quand je passe des journées à chier du matin au soir, que je retrouve obligé d'être assis sur les WC, ben, quand je me lève des WC, mes muscles étaient tellement au repos pendant des heures et des heures que là, il m'arrive de tomber, de ne pas tenir debout. Mais je serais vraiment con de demander un fauteuil roulant à la sécurité sociale, parce que, à la rigueur, quand j'ai la chance de sortir des WC, il vaut mieux marcher pour solliciter mes muscles et les faire travailler. Si je choisis le fauteuil roulant, ben, je vais m'enterrer en fait. Et oui, je ne juge pas ces personnes, mais elles font une erreur. Je disais qu'elles font du cinéma. Peut-être malgré elles, peut-être qu'elles sont sûres qu'elles font le bon choix. Mais si tu choisis le fauteuil roulant parce que tu as mal aux muscles mais que tu n'es pas paralysé, ben tes muscles seront moins sollicités. Tu auras encore plus mal aux muscles et au bout d'un moment, tu n'auras vraiment plus la force de marcher. Quand bien même à la base la maladie n'aurait pas dû te mettre dans cet état. Et c'est ça que je dis, c'est que peut-être que c'est malgré eux qui font du cinéma, mais ils font quand même du cinéma, et que moi je veux pas. Et du coup, oui, ils sont pris en considération par la sécurité sociale à cause de leur façon de faire, et du coup, oui, la sécurité sociale, elle leur paye le fauteuil roulant. Voilà, et du coup, c'est quand même malheureux, et moi je me retrouve, parce que moi je suis un battant, je finis par être plus du tout soutenu. Ni par les médecins, ni par le système, ni par les proches. Du coup, c'est quand même frustrant. Et oui, parce que on peut laisser de côté mes méditations, on peut ne pas y croire, mais on peut reconnaître au moins une chose, c'est que forcément, le côté battant, tu as des douleurs musculaires chroniques, tu choisis de beaucoup marcher, ben, tes muscles, tu les entraînes davantage. Tu choisis de faire beaucoup de pompes, tu entraînes davantage tes muscles. Là, on est dans du pragmatique. On pourrait reconnaître que même d'un point de vue purement pragmatique, je fais beaucoup d'efforts pour m'en sortir. Et on pourrait quand même reconnaître que si au contraire, je choisis le fauteuil roulant, ben, je ferai moins d'efforts et que ça serait cohérent que mes muscles se mettent encore plus au repos et qu'ils auront encore plus de mal après les fois où je serai vraiment obligé de me lever. Voilà, du coup, c'est quand même malheureux que tu n'arrives pas à avoir de considération simplement parce que tu es un battant et qu'il faudrait faire du cinéma pour être considéré pour en ce qui concerne tes problèmes de santé. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, j'ambitionne de faire... j'ambitionnais à la base de faire du cinéma sans trop savoir ce que ça voulait dire quand je jouais à Grodidaire dans la cour de l'école primaire. Et aujourd'hui que je fais les BD avec Grodidaire et que j'ai décidé qu'il avait ma gueule, ben, je voudrais dire que si vraiment je devais faire du cinéma, ben ça serait pour faire Grodidaire, ça serait pas pour en rajouter sur mes problèmes de santé. Et moi je préfère apparaître comme quelqu'un de fort, quelqu'un de battant, que d'apparaître comme quelqu'un de faible, en dépit du fait que là j'ai failli crever et que j'ai quand même envie de le mettre en avant pour qu'on comprenne quand même que j'en ai chié. Pour ceux qui m'ont mal jugé, ça me fait de la peine d'être mal jugé par des proches surtout. Et voilà, mais du coup, mais malgré tout, j'ai plutôt envie d'apparaître comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut dépasser ses limites, en devenant le warrior, que d'ailleurs cette amie que j'ai croisée, quand elle a su à quel point je marchais, elle m'a dit mais t'es un warrior. D'ailleurs j'en ai parlé aussi avec mon ami Eric, qui travaille à la presse de Carrosse, il m'a dit mais t'es un warrior. Ben voilà, je préfère être un warrior. Je préfère être un warrior qu'être une personne malade, et du coup oui, là je mets en avant, mais mon but n'est pas de rester dans ce statut là, et justement j'ai déjà fait beaucoup de progrès. Oui, je fais que 70 kilos alors qu'il y a quelques mois en arrière
hier j'en faisais 50, c'est déjà bien. Je veux prendre davantage de muscles et je fais beaucoup d'efforts pour ça. Et ring, mais des efforts purement pragmatiques, hein, donc et je vais continuer. Mais voilà, mais le rythme, il peut pas être aussi soutenu que ce qu'il a pu être, mais il est déjà plus soutenu que beaucoup de personnes en bonne santé, donc l'air de rien, voilà. Voilà, et je préfère mettre en avant mon côté warrior que mon côté personne malade, voilà. Mais c'était voilà, c'était quand même. Et puis voilà, j'ai évoqué que les libraires de BD Fuchs se rappellent que je mettais l'ambiance en me mouchant au Festival du Livre de Nice. Et que du coup, même me rappeler moi en me mouchant, que j'ai pu vaincre totalement ma rhinite chronique. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai plus besoin de méditer pour garder ce progrès, alors que les autres progrès, je dois continuer à méditer. Mais du coup, je dois me rappeler, me mettre bien dans la tête que si j'ai pu avoir ce niveau par le contrôle mental sur ma rhinite chronique, je dois l'avoir sur le reste de mes problèmes. Et le but, c'est d'aller encore plus loin, donc sur la voie de mon ascension. Et là, justement, symboliquement, pour appeler davantage de victoires, me rappeler cette victoire que j'ai eue sur ma rhinite chronique, j'ai décidé de la célébrer, cette victoire. Et du coup, je célèbre cette victoire, comme je dis que je fais mon ascension, ben, je commence le rituel de célébration. J'ai choisi plusieurs dates de l'année que j'ai qualifiées d'étapes ascensionnelles. Les jours que je qualifie d'étapes ascensionnelles, le premier jour de l'année que je qualifie ainsi, c'est le jeudi de l'ascension, de façon symbolique, hein. Si tu es chrétien, ne te sens pas insulté, j'ai pris cette date de façon symbolique. Et si tu n'es pas chrétien, ne crie pas, évite de crier comment dire, au délire religieux, c'est symbolique, on a cette date dans le calendrier, j'avais besoin de faire un rituel et j'ai choisi une date symbolique. Donc je trouve, puisque je médite pour faire mon ascension, on peut l'avoir autrement, l'ascension, que comme le rite chrétien. Les fans de Stargate SG1, Stargate Atlantis peuvent se rappeler des personnes qui faisaient leur ascension dans cette saga télévisuelle, comme Daniel Jackson, j'ai beaucoup aimé moi. Et il y a l'ascension de Skywalker aussi dans Star Wars. Et voilà, donc du coup, oui, tu peux voir l'ascension, t'es pas obligé de la connecter au mythe judéo-chrétien si ça te plaît pas. Et mais ceci dit, je voulais célébrer à des dates symboliques et du coup, ouais, je me suis dit, bah tiens, le jeudi de l'ascension, maintenant que je n'ai plus du tout besoin de moucher, ça semble surréaliste, mais c'est vrai, je reprovoque sciemment le symptôme par la force de ma méditation, le jeudi de l'ascension, et ce jour-là, je me mouche. J'enregistre même j'enregistre même au moins de façon audio. Parfois, je me filme en train de me moucher. Il y a toujours un petit enregistrement. Et après, je me mouche plus jusqu'au 15 août pour l'Assomption. En plus, ce qui est assez dingue, c'est qu'à un moment, je me suis dit que je pourrais, plutôt que de célébrer mon anniversaire en tant que personne civile, je pourrais considérer comme date d'anniversaire la date où j'ai signé pour la première fois sous l'alias de Chris Léo. Alors, je me souvenais, parce que j'ai une très bonne mémoire, comme je l'ai dit, que la première fois que j'ai signé Chris Léo, c'était ma BD Songe à l'arrêt de bus, au cours de l'été 1993. Voilà, je me souvenais précisément de ça, mais je ne savais pas la date exacte. Voilà, ma mémoire n'était pas suffisante pour savoir la date exacte. Mais par contre, je savais que la date était écrite au dos de la dernière planche de BD. C'était une BD en 6 planches. Du coup, il y a quelques années, je suis allé chercher J'étais même pas encore rentré dans mon rituel méditatif, hein. Je suis allé chercher la fameuse BD et j'ai vu que ce jour-là, que j'ai signé pour la première fois sous l'alias de Chris Léo, c'était le 15 août 1993. Je ne savais même pas que c'était l'Assomption à l'époque. Mais du coup, j'ai décidé que le 15 août, c'était ma date de naissance. Et c'est pour ça que j'ai parfois écrit en ligne que j'étais né le 15 août 1993. Mais d'un certain point de vue, hein, certains ont dit que c'était un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. En tant que Chris Léo est né le 15 août 1993. Avant cette date, c'était la gestation. Voilà, du coup, et c'est pour ça que, oui, il faut savoir une chose, c'est que j'ai raté mes 30 ans. Parce que un jour, j'étais avec des amis, je devais célébrer mes 30 ans. J'étais content de célébrer mon anniversaire avec des amis, c'était la première fois. Et au bout d'un moment, il y en a un qui me dit mais attends, mais c'est pas tes 30 ans que tu fêtes là, parce qu'il regarde ma date de naissance, quand j'évoque ma date de naissance, il me dit c'était 31 ans. Je dis merde, mais l'année dernière j'ai fêté mes 29 ans, et l'année d'avant aussi. Et j'ai réalisé que j'ai fêté 2 fois mes 29 ans, j'ai bugué, c'est le bug dans la matrice. Et je croyais que c'était mes 30 ans, et là c'était mes 31 ans, j'ai donc raté mes 30 ans. Mes 40 ans, je les ai ratés.
aussi, concours de circonstances. Et, ben, et le 15 août dernier, j'ai réalisé que j'allais pouvoir rattraper et célébrer mes 30 ans, puisque c'était les 30 ans de Chris Léo. Ben, finalement, j'avais ma santé qui déclinait, j'étais trop mal, et j'ai pas pu faire tout ce que j'ai rien pu faire de ce que j'avais prévu. Et j'espérais aller mieux par la suite, et puis le 18 novembre suivant, ben, j'ai raté mes 50 ans. Après avoir raté mes 30 ans une première fois, après avoir raté mes 40 ans, après avoir raté mes 30 ans une seconde fois, je rate mes 50 ans. Voilà, ben, j'ai failli crever pour mes 50 ans. Ouais, ben c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Bon, heureusement, là, je reprends du poil de la bête. Ouais, d'ailleurs, je suis passé à Alpha BD pour la dédicace de Franck P., auteur de Broussailles. D'ailleurs, un des chats de ma mère s'appelle Broussailles, hein. Et ouais, ben, qui a un certain âge maintenant, mais qui va bien, mais on fait bien attention, hein, parce que du coup, quand je parlais des problèmes avec les chats, après avoir perdu gros Pix et Grisou. Et donc, oui, pour l'auteur de Broussailles, j'adore Broussailles, hein. Si j'arrive, si je suis motivé, je mets au montage sur quelque chose. Donc je suis allé à Alpha BD alors que je m'étais plus montré publiquement depuis longtemps et parce que j'étais fatigué. Et je me suis dit allez, je pars de Carrosse et je vais à Nice à pied comme j'ai pu faire par le passé. Mais normalement je reviens à pied. Mais là j'ai réalisé que je me sentais pas de revenir à pied. J'étais déjà assez épuisé. Et j'allais me faire dédicacer un album de Franck P. Et c'était le tome 2 de La Bête. Ouais, il a fait un album qui s'appelle La Bête, et là il a fait le tome 2. La Bête, tome 2. Ou La Bête 2, je sais plus. Et c'est une réinterprétation du Marsupilami. Voilà, une réinterprétation. C'est pas dans la continuité officielle de l'univers de Franquin. Il y a des réinterprétations qui sont faites par des auteurs, aussi bien aussi pour Spirou en fait. Voilà. Et et du coup, je vais me faire dédicacer cet album. Et il y avait Nouma Sadou, le grand critique de BD, hein, c'est pour ceux qui ne savent pas qui c'est, mais on se suit sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une légende, hein. C'est un peu lui qui a amené la BD à être considérée comme un grand art, hein, parce que il a été le premier, hein, il me semble, à écrire une critique littéraire sur un auteur de BD. Il était très jeune à l'époque, Nouma Sadou, il a voulu écrire une critique littéraire faire un travail de critique littéraire sur Hergé. Hergé était très content, hein, parce que quelque part il devait quand même souffrir qu'en tant qu'artiste de ne pas être si pris en considération, parce qu'à l'époque la BD c'était moins pris en considération. Et là il a été invité à cet échange, à cette possibilité de projet pour présenter donc son travail comme un vrai travail artistique. Et bon, après, d'autres ont suivi le mouvement et ont commencé à mettre la BD en avant comme un véritable art, en fait, hein. Et du coup, voilà, donc on peut dire qu'on doit beaucoup ça à Nouma Sadoul, en fait, hein. Et voilà, ben du coup, Nouma Sadoul, il avait vu, hein, que ma santé n'est pas bien, hein. Il m'a mis un petit mot gentil sur Facebook. Et du coup, quand il m'a vu arriver à la dédicace de Franck P, où lui co-dédicacé avec, il m'a demandé comment ça allait maintenant, et je lui ai dit que je reprends du poil de la bête, et j'avais pas réalisé que j'ai fait involontairement un jeu de mots sur l'album que je venais me faire dédicacer, donc c'était le tome 2 de la bête. Et alors là, Nouma Sadou, il m'a dit garde-la en vie, la bête. Je crois que je sais pas s'il veut pas insinuer que des fois j'en fais trop, parce que justement j'étais à 2 doigts de rentrer à pied à Carrosse, et oui, en effet, j'ai réalisé il fallait pas que je rentre à pied ce jour-là. Oui, c'est très long, hein, le trajet entre Carrosse et Nice, hein. À la rigueur, tape sur Google si tu connais pas Carrosse-Nice, et vois que moi je fais ça à pied normalement, aller-retour. Là, je suis allé à pied, j'étais épuisé, je suis rentré en train. Voilà. Je suis rentré en train. Et là, du coup, j'ai fait le festival vendredi, et en dédicace au Festival du Livre de Nice. Je suis pas allé à pied, et forcément, quand tu arrives en train, il y a une distance à faire pour aller jusqu'au lieu du festival. Et du coup, comme je partage mes pas, mes kilométrages à pied, on peut voir que j'ai quand même beaucoup marché. Mais si tu fais tout le trajet à pied, là, c'est énorme, hein. C'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens, mais voilà. Donc, oui, bah du coup, ouais, je pense aussi que, enfin, je pense, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme, que Paul, quelqu'un évoquait à Paul, le libraire de BD, un des libraires de BD FUC, que oui, ça devait être fatigant, là, tout l'événement, le festival, tout ça. Et Paul, il a dit, ah, mais c'est qu'un échauffement, parce qu'il y a les 2 jours qui suivent. Ben, au bout du compte, je rebondis sur ce qu'a dit Paul, c'est que heureusement que je fais pas les 2 jours qui suivent, parce que je me sens pas, je suis quand même très fatigué. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo ce week-end, j'aimerais bien la publier avant la fin de l'événement, mais bon, on va voir si je me sens, parce qu'il y a le temps
temps du montage et tout. Je disais que je voulais pas trop faire de montage et là j'ai trop parlé. Et ouais, parce qu'en plus je fais tout avec le smartphone et des fois quand c'est trop long, c'est la machine elle a du mal. Euh, Ouais, du coup, ouais, Paul, il a dit donc c'est un échauffement et les 2 jours qui suivent, ben ouais, moi ça m'a suffi en fait. Mais par contre, j'ai un festival le week-end prochain. C'est Nice Fiction, c'est dans la fac Saint-Jean d'Angély, vers le quartier des Diables Bleus, pour ceux qui connaissent, toujours à Nice, hein, voilà. Voilà. Bon, s'il y en a qui sont dans le coin qui veulent me passer me voir, si certains ont envie que je chante pour un anniversaire, je le fais volontiers, hein, c'est gratuit. Hein. Je fais de bon cœur, mais on me filme et on fait ce qu'on veut de la vidéo. Là, je veux pas faire de montage de vidéo d'anniversaire. Voilà. Euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, voilà. Quand Paul il a dit c'est un échauffement, il y a les 2 jours qui suivent, bah, je suis content de m'arrêter à cet échauffement, mais au bout du compte, moi, ça sera un échauffement pour le week-end suivant. Je vais tâcher de bien me reposer les prochains jours. Parce que le week-end suivant, je sais plus si j'ai 3 jours ou 2 jours. A priori, ils avaient annoncé vendredi, samedi, dimanche, mais on dirait qu'il n'y a pas le dimanche. Je vais vérifier ça. Mais donc, bon, du coup, il y aurait peut-être 2 jours, vendredi et samedi. Bon, on va voir. Voilà, du coup, ouais, c'est bon. Donc là, je conclus ce bilan du Festival du Livre de Nice. Je suis super content de l'avoir fait. Je remercie Paul, Xavier et toute l'équipe de m'avoir accueilli sur le stand et sur leur stand. Et bah, je fais un petit co-AE à toutes les personnes sympathiques que j'ai pu revoir, des gens que j'apprécie, que j'ai souvent co-dédicacé avec eux. Hein. Par exemple, il y a mon ami Serge Coteau, j'ai souvent co-dédicacé avec lui. Donc je lui fais un petit co-AE à Serge. Et il y a mon ami Jal, auteur local, hein, j'ai plus un grand nombre de fois co-dédicacé avec lui, ben, je fais un petit co-AE à Jal. Ouais, ouais, donc oui, il y avait Davidé, Davidé, bon, c'est son prénom, j'ai oublié son nom de famille. C'est un auteur de BD italien. Et il a même travaillé je dis pour Marvel, non, je sais pas pour Marvel, il a travaillé pour Star Wars. Parce qu'aujourd'hui Star Wars est édité par Marvel, mais à l'époque c'était pas le cas. Alors peut-être qu'il a pas travaillé pour Marvel, mais il a travaillé pour Star Wars, il a fait des BD Star Wars, j'ai fait faire une dédicace. Ouais, si j'ai le temps, je vais essayer de la mettre dans le montage, tiens. Il m'a fait une Twi'lek, j'adore les Twi'lek. Voilà, du coup, ouais, un petit co à Davidé. Oui, oui, donc, oui, ah oui, 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 il y avait Jean-Frédéric Méneri, donc un petit coup Jean-Fred aussi. Oui, ben en fait, Jean-Fred et Jal, je les ai vus, j'ai co-dédicacé avec eux quasiment presque dès le départ. Ben en fait, ma première année au Festival du Livre de Nice, j'ai co-dédicacé avec eux, 2007. Voilà, du coup, ça fait vraiment longtemps et j'ai souvent co-dédicacé avec eux, donc quand même, ça a été long en fait. Hein. On s'est beaucoup côtoyé en dédicace. Voilà, voilà, et après, oui. Voilà, et après, ouais, je crois que ouais, c'est vraiment les personnes que j'ai le souvent revues et que j'ai revues avec bonheur cette année. Voilà, voilà donc je vais conclure là cette petite intervention pour faire le bilan de ma joie d'avoir refait le Festival du Livre de Nice. Je vais continuer à méditer pour améliorer davantage mon état, pour aller toujours plus loin vers l'absolu, en cultivant toujours davantage mon harmonie avec le tout. Et en même temps, je vais continuer aussi mes efforts sportifs pour progresser, pour prendre davantage de muscles, mais en même temps sans trop pousser. Hein, je vais éviter les allers-retours Carrosse-Nice à pied. Je ne vais même pas aller jusqu'à Nice à pied, je vois que c'est trop. Mais quand même marcher rien qu'en local. Hein, voilà, je fais comme je vais faire des courses relativement loin et j'y vais à pied. C'est relativement loin, mais à un moment j'allais plus loin quand même. Voilà, mais c'est donc voilà. Mais il faut pas, voilà, j'en fais plus qu'en font d'autres et j'en fais plus que ce que j'en faisais il y a quelques mois en arrière quand j'allais trop mal, mais j'en ferai davantage quand j'irai un peu mieux encore, voilà. Mais déjà de continuer un minimum et puis voilà, ouais. Au passage hier j'ai pas fait les 360 pompes, j'avais trop de mal à, ben j'ai passé trop de temps au WC avant de partir. Du coup, si je faisais les pompes, ça prend quand même un minimum de temps et ça m'aurait fait rater le train. J'ai déjà eu du mal à attraper le train et en rentrant, j'étais trop fatigué, j'allais pas les faire et faire avant de se coucher, c'est pas très sain. Et ouais, je les ai pas faites aujourd'hui. Ouais, je crois que je sais pas si je vais les faire. On va voir. Je crois pas.
Non, je crois qu'il est déjà tard. Là, j'enregistre, il est 14h12. Je regarde sur l'heure sur mon smartphone. Je crois que je vais pas les faire. Tant pis. Peut-être que je les ferai demain. Voilà, du coup, voilà, je vais quand même continuer ma discipline. Mais si des fois je suis trop fatigué, je fais un peu moins. Voilà, voilà, voilà. Et quand je serai de moins en moins fatigué, je referai davantage le rythme plus soutenu. Voilà. Donc le travail aussi, le travail méditatif d'un certain point de vue, et méditatif dans les deux sens du terme. Si on écoute bien mon texte, on pourrait comprendre pourquoi je soutiens qu'il y a deux sens à méditation. Et voilà, et le travail aussi plus pragmatique avec autant de disciplines sportives que je peux pour essayer de progresser et de stocker autant que faire se peut en muscles. Voilà. Et en attendant, en me ménageant quelque peu, tout en faisant un petit peu pour récupérer davantage, et je me prépare. Là, je me suis échauffé hier pour donc vendredi 31 mai, je me suis échauffé euh, et pour Nice Fiction, pour euh, ouais, c'est le 7 et le 8 juin. A priori, il y a peut-être le 9, mais je suis pas sûr. Voilà. Voilà, le 7 et le 8 juin dans la fac Saint-Jean d'Angély, dans le quartier des Diables Bleus à Nice. Et, euh, et du coup, voilà, avenue des Diables Bleus, à peu près vers là. Et donc, voilà, donc là, vendredi, là, 31 mai, je me suis échauffé pour, et maintenant je vais un peu me reposer, mais pour le prochain week-end, donc le prochain week-end, le 7 et le 8 juin prochain pour Nice Fiction en dédicace, voilà. Voilà, et du coup là maintenant je vais clore et en disant, en invitant tous ceux qui ont la possibilité, qui ont envie de passer me voir, voilà, de me dire un petit co à eux, voilà, et donc allez cette fois-ci je conclus, allez co à eux, à bientôt.